Un miracle démocratique s'est produit. Maduro, le président vénézuélien, avait plus de 20 points de retard face à l'opposition, même jusqu'à 40 points de retard d'après certains des derniers sondages, mais in extremis, au dernier moment, il a tout de même réussi à réunir assez de voix pour remporter les présidentielles et enchaîner sur son troisième mandat d'affilée. Que c'est beau le communisme. Ouais, ça rappelle les élections, les dernières élections américaines avec Trump en tête et d'un seul coup les votes par correspondance, 100% favorable à Joe Biden avec un pic tout droit sur le diagramme. C'était Et les diagrammes sont identiques au Venezuela, c'est ça qui est très drôle, ils ouais, apprennent des meilleurs. ouais, ils en prennent des meilleurs. Bienvenue à tous dans Radio Dixie les gars. Je t'ai même pas demandé mais comment est-ce que tu vas aujourd'hui mec? Ça va, Ça va, ça ça va. va? J'ai dormi avec la nuque un peu de travers, alors j'ai mal à la tête ce matin. Ah merde! Ah bah écoute, on Voilà. espère qu'on va te faire oublier ce mal de tête. Oui. Bon, ces derniers jours, ils ont été assez chargés niveau actu. Et nous, on a décidé de vous parler des Jeux Olympiques qui vous crachent à la gueule et en grande partie avec votre argent. Contrairement à ce que beaucoup de monde dit, vous allez voir. On a les chiffres de la Cour des comptes. On va aussi évidemment te demander ton avis, Baptiste, sur l'interdiction par la République de C8, chaîne la plus regardée de la TNT. Puis on terminera avec un invité spécial, le youtubeur The American Dream, qui vit aussi au Texas et qui va nous brosser le portrait de Kamala Harris, qu'il suit depuis de nombreuses années, avec un best-of qu'il des est fan. pires horreurs. Il est fan. Ne vous inquiétez pas, c'est un gars de notre camp. Et il va nous faire un best-of des pires horreurs qu'elle a faites tout au long de sa carrière. Elle, dont le père était un professeur universitaire marxiste. C'est quand même... C'est un pléonasme ce que tu dis, un professeur universitaire. C'est vrai qu'il y en a tellement que... Depuis Bernard Lugan, il n'y a plus un seul professeur universitaire qui soit pas marxiste, je pense. Quel enfer! Et avant de commencer, je voulais vous dire que comme toutes les semaines, il y a du nouveau sur mon Patreon, notamment 2 podcasts à la découverte des abonnés. Un avec Franck, mercenaire, coach sportif et entrepreneur, anti-piraterie en Afrique, lutte contre le narcotrafic en Amérique du Sud. Il est aujourd'hui militaire privé, contracteur, en plus de ses nombreuses autres activités. Et un autre avec Jérôme. Après avoir travaillé 3 ans dans un institut national de recherche, il nous dévoile comment, à coup de copinage, de voyage, de wokisme, de branlette intellectuelle, votre argent est dilapidé par les chercheurs qui, pour beaucoup, passent leur temps à faire mumuse sur des sujets qui n'apportent rien à la société. J'ai eu beaucoup de retours suite à ce podcast de personnes qui ont pu observer la même chose. Il paraît que c'est vraiment une arnaque totale, la recherche en France. Sans oublier l'émission hebdomadaire Les Méchants Capitalistes, dont vous pouvez trouver des extraits sur ma chaîne YouTube. Et toi, Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Beaucoup plus léger dans les thèmes, contracteur et tout, scientifique, tout ça. Alors moi, j'ai fait un reportage sur les supermarchés. En fait, j'ai fait une vidéo sur l'alimentation, enfin ce qu'on trouve dans les magasins au Texas, l'alimentation, etc. Comment je sélectionne mes produits, tout ça. Enfin voilà, c'était tous les trucs qui sont utiles pour les sportifs comme moi et tout. Ça a énormément plu. Ça a vraiment eu un super engouement, donc j'ai fait ça. Et puis j'ai fait un live, j'ai fait un live avec Pierre, spécial. Je sais pas si tu l'as vu ça. Est-ce que tu as vu le live spécial Rachel Fortin? Non, je l'ai pas vu, mec. Je l'ai pas vu. Voilà, c'est là aussi, hein, attention, il y a eu, je crois que c'est un des lives qui a eu le plus d'engouement sur ma chaîne, c'est sur mon Patreon ces derniers mois. En gros, c'est une meuf, elle s'appelle Rachel Fortin, c'est une médium ou un truc du genre, tu sais. Et en Ah, mais gros, tu m'avais envoyé des vidéos de cette meuf. voilà, c'est elle, tu l'as Elle est vu, celle qui dit. exceptionnelle. Et ben voilà. Donc en fait, on a analysé son univers, on essaie de décrypter le lore Rachel Fortin parce qu'elle a un univers parallèle. Non mais vraiment les gars, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui croient, tu sais, comme les gens qui croient à la Terre plate ou aux reptiliens ou ce genre de choses. Elle, c'est ça fois 10 000. C'est-à-dire qu'elle a Aïe, un aïe, aïe. univers, c'est le Seigneur des Anneaux. Il y Et a elle est des races, complètement il y a des convaincue. machins. Non, mais c'est surtout À que c'est incroyable 100%. parce que tout se tient, c'est-à-dire c'est écrit comme Harry Potter, c'est-à-dire vraiment toutes les races, les histoires, les machins, il y a une histoire sur des millénaires. Et donc, on n'en est qu'au tout début, en fait. Et on est en train de décrypter ça. Ah Et c'est à ouais. mourir de rire. C'est à mourir de rire. Et vraiment, c'est ouf parce que c'est. Et tu vas Donc, continuer à la Terre. décrypter tout ça ou tu vas Ah ouais, arrêter ouais, on va faire un là-dessus? Ah deuxième. Non, non, on en a fait ouais. un et ça a cartonné. On va en faire un autre bientôt. On va continuer parce qu'en fait, on en est au début du lore, là. Là, on en est Ah encore à l'histoire ouais. de comment les humains sont arrivés sur Terre et tout, tu vois. Mais Et non, en pour fait, ton information, c'est mieux que Christ Tolkien. vit, Jésus-Christ vit en Russie, actuellement. C'est une petite info que je te donne. Pardon, pardon, Il y en a pardon. plein. Il y en a plein. Il y a plein de choses. Stargate, la porte des étoiles de la série Stargate existe.
plein de choses comme ça. Donc enfin bon, c'est incroyable. Mais le diagnostic, Et c'est que c'est une folle ou tu penses que c'est autre chose, le diagnostic? bah, non, c'est non, parce que enfin, oui, je pense qu'il y a un délire. En fait, je sais pas là, c'est psychologique peut-être, parce que ou plus que psychiatrique, je sais pas, mais il y a un désir de trouver des réponses qui vont dans des trucs, et elle fait des enquêtes, parce que nous, une des questions, on avait plein de questions en fait qu'on n'arrivait pas à répondre, donc c'est pour ça qu'on a commencé à analyser les vidéos en live et tout. Et dans nos questions, il y avait d'où elle a toutes les informations, comment elle sait tout ça. Et en Ah fait, elle oui. fait des enquêtes télépathiques avec des télépathes. Et donc, elle Putain, mais parle c'est avec des génial. races extinctes, Mais ça doit être des barres de rire, éteintes, mec, ce truc, et donc c'est sur ton éteintes, Patreon, etc. ça? C'est sur mon Patreon. Et attends, je te donne un petit Alright. bonus. Je donne un petit bonus pour les gens qui voudraient s'abonner à un Patreon. C'est que à la fin du live, on a découvert qu'elle faisait des consultations en live d'hypnose télépathique pour aller parler avec ses vies antérieures, etc. Et donc, dans un prochain live, je vais prendre une séance d'hypnose avec elle. Et on va filmer ça en secret, ou alors on va le faire en live, on ne sait pas comment on va faire. Soit on va enregistrer et on le diffusera, soit on le diffusera en live et on le commentera avec Pierre, soit on arrive à faire que ma consultation soit en live sans qu'il s'en rende compte. Bref, on est en train de faire ça, quoi. C'est Donc là, c'est un... magnifique. Bon, on a d'autres sujets à aborder que cette gonzesse, Oui, des donc choses un peu plus importantes, un peu plus importantes, mais c'est pour ça que je t'ai dit dans des dans des sujets un peu plus légers sur Patreon, voilà, c'est ce que j'ai fait là ces derniers ouais, temps. Et là, je suis en OK. train de tourner une série de différentes, vidéos. J'ai commencé à tourner et tout, donc ils vont être postés dans les semaines qui viennent, voilà. Parfait, bah, c'est génial et on se lance dans le premier sujet alors, mec? Oui, Nickel. En plus, je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, à propos je des sais Jeux pas. olympiques. À chaque fois, tu me dis: «Je sais pas» et puis tu pars sur des tirades de 30 minutes. Tu as Parce toujours un qu'il truc à dire avec, tu as y a toujours toujours une un truc analyse pertinente à énervant. nous balancer. Il y a Ouais, toujours c'est un ça. truc énervant, là. À Vas-y, propos des vas-y. Jeux olympiques, les JO, Emmanuel Macron avait annoncé, pour rassurer le contribuable, que les Jeux financent les Jeux. Mais qu'en est-il vraiment? Vous allez voir que, comme d'habitude, il vous a pris pour des cons, car en réalité, le budget d'environ 10 milliards d'euros des Jeux olympiques de Paris se divise en deux parties. La moitié est réellement financée par le privé, par le comité d'organisation des Jeux olympiques. Mais cette première moitié, comme son nom l'indique, et qui couvre ce qu'on pourrait appeler les dépenses opérationnelle des JO n'est que d'environ 5 milliards d'euros. Elle est principalement financée par les sponsors, les ventes de billets, les contributions du Comité international olympique ainsi que les droits de diffusion, donc du privé. Cependant, comme nous le disent la Cour des comptes et la fondation IFRAP, il y a une deuxième moitié du budget d'IGO que Macron n'a pas l'air de vouloir mettre en avant, qui est vraiment financée par vous, le contribuable. Estimée à aussi environ 5 milliards d'euros, elle inclut les dépenses pour la construction et la rénovation des infrastructures, ainsi que les dépenses de sécurité, entre autres. Et ces 5 milliards d'euros sont donc supportés par des fonds publics venant de l'État français et des collectivités territoriales. Donc la réalité, Donc de nos poches. c'est ça. C'est quand environ 50% du budget total nécessaire pour ces Jeux Olympiques qui vous crache à la gueule est à la charge du contribuable, est à votre charge, les gars. Et oui, parce que je pense que ça, c'est un des sujets importants. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont offusqués, la cérémonie d'ouverture, blablabla. Il y a plein de choses. Il faut tout reprendre dans l'ordre. La première chose, c'est dans la situation économique dans laquelle est la France, est-ce que c'était une bonne chose d'organiser les Jeux Olympiques? Non. Ça, c'est un non. Ça ne fait même pas débat. Quand tu es fauché comme ça, tu fais pas un truc qui va coûter des milliards d'euros, etc. Deuxième chose, c'est que du coup, comme on est fauché, on a fait des Jeux Olympiques de fauché. Il faut savoir que nos Jeux Olympiques, ils ont coûté 2 fois moins cher que les Jeux Olympiques chinois, par exemple, qui avaient eu lieu à Pékin. Ok. Parce que forcément, il n'y a pas d'argent. Donc à un moment, tu peux pas non plus, tu vois, Ouais. ils raquettent les gens, mais les gens, ils ont rien dans les poches. Donc en plus, tu fais des Jeux Olympiques de clodo, tu vois. Donc c'est terrible, parce que ça nous met dans la merde, et en plus, ça rend pas bien. Tu vois. Donc non, mais c'est ça. Et donc c'est ce qui se passe. Là, le village olympique, c'est une catastrophe. Tout le monde s'en plaint. Donc j'avais parlé à l'époque des lits en carton et des matelas, et on m'avait dit oh mais c'est les mêmes qu'au Japon, etc. Bref, tous les athlètes sont unanimes pour dire que non, parce que les matelas sont très différents. Oui, c'est les mêmes trucs en carton qu'il y avait eu au Japon, mais le fait que les matelas soient des matelas, je sais pas si vous avez vu la photo, mais il y a que des mecs, des non sportifs pour penser que c'est normal en fait, parce qu'en fait quand Bah tu es oui. sportif de haut niveau et que tu vas disputer ce qui peut être la compétition de ta vie, parce que c'est les Jeux Olympiques, et que tu dois dormir sur un truc qui est l'équivalent d'un lit, même pas d'un lit d'un Formule 1 à 30 balles la nuit, tu sais, bah en fait, non, c'est pas possible. Et encore une fois, on peut dire ah ouais, mais c'est financé avec notre argent, donc bon, on va pas non plus leur mettre des lits. Mais dans ce cas, fallait pas le faire. Dans ce Il y cas, a, il faut. Non, il y mais a- c'est il y a- ça. il y a- il y a Domino's Pizza qui nous dit en prison, les matelas sont meilleurs. Mais bien sûr. Mais dans ce cas, il fallait pas le faire. Soit on fait bien, soit on fait pas. Tu vois. Et moi, pour moi, il fallait pas faire. Parce que là, du coup, alors Évidemment. qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les sportifs pros qui ont de la thune, bah, ils dorment pas au village olympique.
ils sont ailleurs. Et Ouais. il y en a plein, hein. Il y en a qui sont pas des pros, mais qui ont dit tant pis, on part, on va dans un hôtel parce qu'on n'en peut plus. Il y en a plein, hein, qui ont fait ça. Enfin, c'est une catastrophe. Il y en En a il y plus en a de beaucoup qui ça, se sont, fait livrer leur propre matelas. mais attends, on s'est tapé les coupures, ils se sont tapés les coupures d'électricité, les problèmes de transport. Il y a plusieurs équipes qui ont dit, mais en fait, on peut pas parce qu'aller à l'entraînement, se rendre au stade, ça prend des heures parce que merci Dalgo. Donc en fait, on peut pas. Donc on a pris un truc plus près. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une catastrophe. Et oui, il Ouais. y a pas la clim. Je rappelle, il y a pas la clim. Les gens, Quel ils vont trouver ça normal, mais enfer! en En plein plein été, été, dans un truc comme ça, en en pleine préfabriqué et tout, il ville. y a pas la clim. Ouais. Je veux dire, oui, c'est pas grave si c'est pour toi et moi, je pour la nuit, mais là, on parle de gens qui s'entraînent, qui ont mis tout dans un truc pour un ils s'entraînent depuis des années pour un moment précis et en fait, tu vas leur baiser leur truc parce que le mec, il va faire 35 dans sa chambre et qui dort sur un matelas en pierre. Vraiment, bref, c'est honteux. Même les Anglais ont critiqué la qualité de la nourriture. T'imagines? Les mecs, Ah ils ont ouais. l'habitude de bouffer de la bouffe anglaise. Et là, Ils ils ont critiquent non, mais l'habitude de voilà. bouffer une tranche de pain avec des haricots au ketchup par-dessus. Donc vraiment, ça a été une catastrophe. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que on va parler de la cérémonie d'ouverture, on va parler du sujet principal, mais je veux faire les petits détails avant. La cérémonie d'ouverture, il y a plein de gens qui ont dit, mais quand même, c'est une réussite, sans parler de tous les trucs blasphématoires, dans le sens où tu sais, ça rendait bien les jeux de lumière, les machins. Oui, mais ça, c'était bien à la télé, et c'était bien quand tu étais pile en face de la tour, ou t'étais pile en face de la tour Eiffel. Le problème, c'est que comme ils ont fait une cérémonie qui n'est pas dans un stade, d'accord? Parce qu'ils vont et ça, on va pas mentir, c'est pour économiser de l'argent, hein, et qu'ils ont voulu faire le truc sur la Seine avec les bateaux et cetera. Bah, si tu au truc final devant la tour Eiffel, bah, c'est bien. Mais moi, j'ai vu des dizaines et des dizaines de vidéos qui, eux, les gens étaient placés là au bord de la Seine. Bah, tout ce que tu vois, c'est les bateaux passés, c'est tout. Ah ouais. Tout le reste de la cérémonie, tu le vois pas parce que tu pas en face. Ah oui, donc tu vois juste un défilé, Tu quoi. vois juste un défilé de bateaux et après c'est fini. Ouais. Avec, Il y a des mecs, avec ils des étaient mecs sur le avec des côté de la plumes dans le tour cul, Eiffel, sur les ils ont bateaux. fait des TikTok, ils ont filmé, ils sont sur le côté de la tour Eiffel et ils ont montré ce qu'on voit à la télé, donc de face, tu vois le jeu de lumière et tout, et sur le côté, bah, en fait, sur le côté, tu vois rien. Ah Tu vois? ouais, Et oui, ouais, parce c'était qu'un nul pour les stade, gens qui tout se le monde les placent. gens, ils sont tout autour, donc tout le monde voit la même chose, tu vois? Bon après, je pense que la grande majorité des gens qui regardaient, c'était à la télé, mais il y a plein de gens qui ont payé Ah, des il y a billets quand même plein de d'avion, des touristes qui nuits sont venus et d'hôtel, tout, hein, c'est le pour principe. venir voir ça. Ah oui. Il y a un truc important, c'est, que la grande majorité des grands événements sportifs comme ça, que ce soit les coupes de monde de FIFA, les coupes d'Europe, les jeux olympiques et cetera, il y a toujours une énorme charge pour le contribuable qui est cachée parce que la sécurité, la rénovation des infrastructures, comme je vous disais, c'est habituel que ce soit pris en charge par les collectivités territoriales, par l'État, et cetera. Et donc ça déjà, je trouve ça pas normal moi. Si tu as envie d'organiser une compétition de foot et tu vas faire du fric dessus, beh, tu payes ta sécurité, tu, t'occupes d'avoir tes infrastructures, Bah, tu après demandes pas, aux parce gens de qu'ils ont quand payer. même les stades et cetera. Par exemple, si tu parles de la FIFA, c'est quand même des stades privés, des trucs privés et cetera. Après, là où peut-être les mecs, ils mettent le budget, c'est parce qu'ils vont mettre de la des policiers supplémentaires autour, Ouais, c'est des alors que événements, alors que là, ce sur genre de les JO, il y a choses. plus Alors que là, d'infrastructures qui sur ont les été JO, c'est rénovées, pas ouais. pareil. C'est exactement, là, c'est pas la même chose parce que là, sur les JO, c'est vraiment public, c'est vraiment créer des infrastructures, c'est vraiment ça. Donc là, c'est vraiment différent, hein. Mais Effectivement, donc il y a des gens en fait qui s'en battent les couilles des JO, qui doivent payer pour ces JO, alors que dans un marché libre, cette organisation, elle ferait payer des billets aux gens qui veulent venir voir les JO au prix qu'elle estime normal et avec cet ils feraient argent, avec ce budget. ils se chargeraient de la sécurité et du reste sans Voilà, avoir ils à feraient avec le extorquer, budget qu'ils ont. le Exactement, ouais. contribuable. Voilà Et et une puis surtout, d'autant plus dans un pays qui est en galère, c'est-à-dire dans un pays qui subit une énorme crise économique. Non, mais tu vois, c'est pas comme si on était à Dubaï et on savait plus quoi foutre de notre argent, tu vois? bah oui, Je veux dire, bon, et en plus, ils en profitent, mec, et après je ferme la page là-dessus, ils en profitent pour gonfler les factures, pour offrir des beaux contrats à leurs amis, à leurs connaissances, pour récupérer un petit 10, 20, 30% sous la table, sous chaque contrat. Tout ça, c'est un truc, ce genre de gros événements, c'est l'occasion parfaite, pour faire de la corruption et pour s'enrichir, pour enrichir ses copains, et cetera. Comme on l'a vu dans presque ah tous les bah JO, oui, au oui, oui. Brésil, au Canada, et cetera. Ils ont construit au Canada, pour les JO d'il y a plusieurs dizaines d'années, une tour olympique et un stade olympique. Il est toujours pas payé. C'est le contribuable d'aujourd'hui qui est encore en train de payer ces infrastructures, qui n'a jamais Non profité de ces JO. et puis, il y a un truc, c'est que comme il y a absolument aucune transparence sur les budgets en France, parce que ça, c'est un truc qui est en France, qui est depuis des années, il y a absolument aucun moyen de voir le détail des budgets. Ça, c'est pas public. Et en fait, le problème, c'est que dès qu'il y a des enquêtes, tu as des journalistes qui arrivent à avoir des Bah chiffres ouais. et tout, on trouve sur des trucs complètement, ahurissants. Moi, j'aimerais voir si vous voyez parce que prenons la cérémonie d'ouverture. Ils vont nous annoncer un chiffre, ça a coûté tant. D'accord, donnez-moi le détail. Et quand vous Bah allez voir oui. si vous voyez le détail, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la cérémonie, elle a coûté 5 fois le prix normal.
parce que chaque mec est le cousin de le pote de machin, etc. Et les gars, pour organiser leur truc de drag queen, ils prennent des centaines de milliers d'euros, ça coûte rien. Il y a Ah oui. rien, il y a 5 robes, 3 effets de lumière, tu sais, c'est terminé. Il y a rien. Tu vois, c'est des shows à 2-3 000 balles et on les facture des 50 000, des 80 000. Non, mais c'est vrai. Oui, Non, t'exagères mais de 3000 balles, mais oui, il y a non, une mais grosse je parle différence. pas pour je parle pas pour toute la cérémonie, je parle juste pour le truc de drag queen, par exemple. Tu vois, Évidemment, parce que c'est de l'argent le truc magique, de mec, drag ça, queen. ça appartient à Bien sûr. personne. Donc en fait, ils fixent les prix qu'ils veulent. Ah tiens, copain, j'ai reçu cet argent de la part de je sais pas qui, c'est de l'argent magique, du coup je vais te payer ce que tu veux. Et puis il fallait aussi, on n'oublie pas, mec, il fallait aussi mettre 1,4 milliard pour Oui, pour nettoyer la dépolluer la Seine, scène, comme ce si qui on n'a pouvait pas pas faire marché. ça dans des piscines, ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché. Ah là là, on vous prend pour des cons, hein. Et pendant ce temps-là, tu sais quoi le budget des Restos du Cœur? C'est 300 millions d'euros annuels. Ouais. Eux, ils Ouais, foutent enfin bon, 1,4 milliard dans un nettoyage de Seine pour que les Parisiens puissent se baigner. Parce que au mais non, final, en si ça. plus. C'est pas Ouais, possible, parce que ça, ouais, ça marche pas. Là, ça fait 2 fois que l'entraînement de triathlon est annulé. Parce que l'eau, ouais. elle est au-dessus des critères de Ils vont pollution. peut-être faire un biathlon en cas d'impossibilité d'utiliser la Non, Seine, mais mec. tu te rends compte? Donc ça veut dire que quoi? Mais tu vois, qu'est-ce qu'on va, si ça se passe comme ça, imaginons que là, il y a un biathlon. Ok? Qu'est-ce qui, et alors le milliard et demi? Ah bah oui. Bah Bah, rien. ça va juste Rien. servir à. Ça va C'est-à-dire ser- qu'on aura dit rien. Bah c'est pas grave. Tant pis. Tu sais, ça va passer à la trappe comme si c'était rien. Tu sais. Ah bah oui, Mais c'est de c'est l'argent fou. magique, encore une C'est fois. incroyable, tu Encore une vois. fois. Et ce qui est exceptionnel, mec, c'est que ça va servir en fait aux petits bobos qui utilisent comment ça s'appelle la Seine là qui est transformée en plage, Paris-Plage, qui vont peut-être pouvoir tremper les pieds Mais même pas, pour puisque les. la preuve, si ça marche pas, si c'est encore trop pollué, c'est que finalement, Ouais, ça a mais servi à rien du tout. ça va peut-être un petit peu nettoyer sans que ce soit au niveau nécessaire pour pouvoir y faire Pour se baigner. un triathlon. Ouais, Un c'est clair. triathlon. Moi, je suis des mecs qui s'appellent. J'ai pris l'extrait pour passer dans un de mes lives. J'ai pas eu le temps encore. Je suis des mecs qui s'appellent chasseurs de trésors et qui font de la pêche à l'aimant, tu sais. Et ils sont venus 3 jours avant le truc des JO là, 3 jours avant le jour où c'était bon, c'était fini la dépollution, pour tester, tu sais, justement en voyant si ils trouvaient des trucs et tout. À peine ils arrivent, ils montrent, il y a des nappes de fuel sur la Seine qui viennent des bateaux qui fuient, etc. Ah Et gros, ouais. ils se mettent à un spot toute la journée, ils remontent des trucs, des cadavres de scooters, de vélos, des batteries, toute la journée. Genre ils ont une pile, mec, ça rentre même plus dans leur utilitaire. Ah ouais. Donc en fait, Et une ça, c'est entreprise après privée. la dépollution, hein. Ah Ça, ouais, c'est donc après la dépollution. une entreprise privée avec des cerveaux, qui fonctionnent, contrairement aux fonctionnaires qui sont complètement débiles, n'aurait jamais lancé ce projet. Non, bah, n'importe qui, oui, Ouais. si tu es basé sur les résultats, non. C'est-à-dire si on te dit: «OK, mais on va tester à la fin et puis tu es payé que si vraiment il y a et c'est dépollué», bah, non, parce que tu sais que c'est impossible. Enfin, c'est possible, j'imagine. C'est possible, mais là, il faut des moyens de fou, tu vois? Ah bah, ouais. Il faut draguer complètement la Seine entièrement avec des moyens, des bateaux, tu vois, et cetera. Enfin, il faut faire des trucs de fou, j'imagine, hein. Et donc tout ça pour en venir à finalement, j'imagine le sujet que tout le monde attend, c'est-à-dire, le show, la cérémonie d'ouverture avec, les troupes, les Aya Nakamura, les mecs en bleu, etc. Ça t'a plu? Moi, j'ai adoré, c'était magnifique. Non, j'ai même pas regardé, mec. Tout ce que j'ai vu, Ben c'est non, des mais c'est putains ça en d'extraits fait. sur Twitter. Exactement, c'est exactement ça. Moi non plus, j'ai pas regardé. Je savais que ça allait être comme ça pas vraiment aucune surprise. La scène à la fin, etc. Mais quand même, je pense qu'il faut retenir de ça. Bon, d'une, c'est que ça a été payé avec l'argent public. La deuxième chose, c'est que, tu sais, moi, je vois beaucoup de gens qui ont des ambivalences dans le discours. Parce que tous les gens qui étaient Charlie, par exemple, tu vois, Charlie, qui ont soutenu Charlie Hebdo, et qui sont offusqués là quand c'est la scène avec Jésus, bah je comprends pas, tu vois. En Ah fait, à oui. un moment, tu vois, là j'ai vu par exemple Zora Bitan. Zora Bitan, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est une meuf de, je crois qu'elle est sur CNews. Et Zora Bitan, j'avais vu plein de droitards la mettre en avant parce qu'elle faisait des grosses critiques de l'islam et tout, alors que c'est une connasse ultra républicaine, laïcarde, etc. Tu vois. OK. Mais quand ça va dans leur sens, tu vois, les mecs ils les mettent. Ah ouais, Mmh. mais tu vois, elle critique. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais on s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent les religieux. En parlant de ça, tu vois. Bah oui, c'est une meuf avec des valeurs républicaines. C'est une laïcarde républicaine de merde, tu vois. Donc il faut. Et pourquoi, par exemple, pourquoi personne au Front National n'a parlé de ça? C'est des républicains. Mais bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut pas. Ah, c'est sur RMC, ouais, c'est sur RMC. Allez sur RMC. C'est pour ça qu'il faut. Comment C'est pour ça qu'il faut arrêter enfin, qu'il faut bien faire le distinguo et arrêter de fonctionner dans le truc de la République, parce que ce que vous avez vu, c'est républicain.
ni plus ni moins, Ouais, tu en vois? fait, il y a rien de surprenant Bien là-dedans. sûr! Moi, Non! personnellement, je m'en bats les couilles de ce qu'ils font. Le seul problème, c'est que sans l'argent du contribuable, ces gens-là n'existeraient probablement pas, n'auraient Ah bah non, c'est probablement pas impossible. autant de visibilité et la sélection naturelle ferait, le travail assez rapidement. Le gros problème, c'est que ça prend le fric, de tous les gens qui sont dans le chat avec nous là, pour aller financer quelque chose qui leur crache à la gueule à leur insu. Donc le vrai problème, il est là, mec. Le vrai problème, c'est que c'est des gens, c'est des petits cons qui se permettent de cracher, sur le christianisme, qui se permettent de cracher, sur, la France, des campagnes avec le fric des autres. Alors que sans ça, sans ce socialisme de merde, ces gens-là, comme, tu l'avais déjà très bien dit ou c'est Papa Cito qui l'avait dit, ils seraient en train de nettoyer le caca dans les caniveaux. Ouais, mais bien sûr, mais ce qui est important, c'est moi, je veux que les gens réussissent à faire le distinguo de ce qui est notre camp ou pas, parce qu'en fait, ils sont à voir au bout d'un moment et surtout d'avoir un discours clair. Moi, tous les trucs, les Milas, les Orhabitants, tous les trucs qui soi-disant sont nos potes parce qu'ils aiment pas l'islam et cetera, non, non, je suis pas d'accord, tu vois? Et là, la preuve en est, qui c'est qui condamne ça? Bah, les musulmans. Ouais. Eh oui! D'ailleurs Mélenchon a dit qu'il n'avait pas apprécié, Bah, forcément, parce que bah, là, là pour le coup, en fait, dans son parti, il joue toujours et ça, c'est une carte qu'il joue assez régulièrement et qui est connue en politique, c'est qu'il faut que tu aies 2 avis contraires dans le même parti pour réussir à garder tout le monde, tu vois? Quand tu as un parti où tu sais que tu vas avoir des gens un Mmh. peu tout le monde, c'est ce que Macron faisait souvent avec la sécurité, tu vois? C'est-à-dire qu'il prenait un premier ministre comme Darmanin qui avait des propos très durs sur, la racaille, l'immigration et cetera et lui, de l'autre côté, il paraissait beaucoup plus soft. Comme ça, les petites mémés qui votent Macron, mais qui ont peur des Arabes, elles sont rassurées par Darmanin. Et lui, il peut garder les bobos gauchistes, tu vois, qui votent pour lui. Et en gros, chez Mélenchon, c'est la même chose. C'est qu'il y a une part qui est LGBT, pro-LGBT, woke, machin et tout. Donc eux, il faut leur dire à eux. Donc il y a eu Mmh. Mathilde Panot et d'autres qui leur ont dit non, non, mais super cérémonie, machin. Mais de l'autre côté, ils ont les islamistes qui votent pour eux, qui sont là, genre quoi, mais comment ça, super cérémonie? Et donc, t'as quand même Mélenchon pour dire ah non, moi, j'ai trouvé ça abusé, vous inquiétez pas, je suis de votre côté, tu vois, comme ça, ils arrivent à garder un petit peu les deux. Donc, ça, c'est vraiment c'est stratégique, tu vois, parce que lui, je pense qu'il s'en bat les couilles, hein. Mais c'est L'attention stratégique. sélective en politique se réfère à la tendance des individus et des groupes à se concentrer sur certains aspects ou informations qui confirment leurs croyances préexistantes, tout en Voilà. ignorant ou en minimisant les informations contraires. Bah voilà, c'est exactement ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pas étonnant. Et je te dis, de notre côté, il faut bien faire la distinguo. Vous voyez, c'est tout. Il faut être cohérent sur le sujet de manière générale. Moi, j'ai toujours été contre le blasphème de manière générale, pas pour l'interdire, mais j'ai toujours trouvé que c'était une forme d'humour qui était dégradante, qui était facile et qui était sale. Et donc, je suis pas. J'ai trouvé Charlie Hebdo, ça a toujours été de la grosse merde, tu vois. Tous ces genres de choses, etc. Ça me fait pas rire et je trouve ça vraiment, voilà, c'est pas notre camp, absolument pas. Et en fait, tous ces laïcards, tous ces républicains vraiment qui vont se battre contre l'islam, soi-disant, etc. Mais au nom des valeurs de la République, mais ces gens-là, c'est aussi les mêmes qui vont défendre la scène des drag queens pour les valeurs de la République, pour les mêmes valeurs. Donc ne vous associez pas à eux, ne votez pas pour eux, ne croyez pas que c'est votre camp. Tu vois, le C'est le côté gros l'ennemi problème de des mon ennemi est laïcards. mon ami, mais pas du tout parce que vous êtes leur ennemi aussi. Elon Musk, il Eh a oui. balancé un tweet exceptionnel, mec. Il a dit: «Lorsque, les personnes honnêtes et justes disparaîtront, le christianisme disparaîtra». Il a tweeté ça il y a quelques jours. Ouais. Mais tu vois, là, j'ai vu la réaction de Trump là, qui dit aussi que c'est une honte, etc. Bon, ici, vraiment, les gens, bon, la réaction, ça, elle a été terrible. Moi, j'ai entendu parler de ça partout. Enfin, Au Texas, ouais. ah ouais, ouais, non, ouais, ça a été, enfin, bon, même autour de moi ou sur les réseaux, etc., de manière générale aux États-Unis, enfin, ça a été, les gens sont dans une incompréhension totale, quoi, d'un truc pareil. Parce qu'en fait, ils découvrent la République française, en fait, c'est ça le souci. C'est que les gens, Aïe, 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 ils aïe, ne aïe. savent pas, ils ne comprennent pas ça. Donc moi, quand je parle avec eux, en fait, je les instruis sur le sujet et ils ne comprennent pas. Ouais. Tu le mec qui connaît pas grand-chose à la France, mais qui te connaît à toi Mais et il connaît la France. il s'imagine que c'est toi la France et ensuite il Non, voit mais la c'est même cérémonie pas des ça. JO. C'est même, Non c'est mais même pas ça. imagine. C'est qu'ils connaissent la France par la culture, etc. Mais ils ne connaissent pas le gouvernement français. Mmh. Ils connaissent pas l'histoire de la République, ils savent pas que c'est comme ça, tu vois? Ils se rendent pas compte. Il y en a très peu qui comprennent déjà que c'est un État laïque, comme ça, tu sais? Ils ont pas ce genre d'infos. Donc là, un truc pareil, enfin, ça leur paraît, invraisemblable. Putain, tu m'étonnes. Et ensuite, je voulais juste préciser quelque chose, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a quand même une énorme différence entre une petite caricature dans un journal comme, Charlie Hebdo et toute une cérémonie d'ouverture des JO vue par le monde entier.
Oui, oui, mais non, mais après le truc, c'est que, tu sais, Charlie Hebdo, ils ont fait des centaines de couvertures où ils enculent Jésus, où ils enculent Oui, le les pape, ou juifs, tu sais, les ci, les ça, enfin, ouais. ils ont tu sais, c'est la même chose. En fait, le problème, c'est la volonté. C'est ça que je veux dire, tu vois? C'est que qui il y a derrière? Et ce sont les mêmes idéologies, ce sont les mêmes camps, en fait, derrière ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut pas un côté d'un coup et de l'autre côté, et cetera, tu vois? Et le fait que le Front National ne condamne pas unanimement ce genre de choses, c'est juste une preuve de plus que c'est ça, c'est leur camp et que ce n'est pas notre camp, tu vois. Mmh. Exactement, exactement. Les gens qui pensent ne croire en rien, ne croient pas en rien, mais ils croient en n'importe quoi et ça regroupe tout un tas de personnes qui croient en tout ce progressisme, qui préfèrent, je balancer par la fenêtre, Mais tu tout sais, ce il y a qui a même fait des notre gens qui sont civilisation. pas des croyants et qui ne sont pas des pro-laïcité. Ça peut arriver, tu vois. Tu C'est peux ne vrai. pas être croyant, mais dire, «Bah non, mais la chrétienté, elle doit être respectée en France, ça doit être, tu vois, l'éducation chrétienne, doit faire partie de l'éducation», et cetera. Enfin, tu vois, il y en a j'en connais, hein, moi, des gens comme ça, c'est pas dérangeant, tu vois? Mmh. C'est vraiment le côté, le laïcisme, comment? Républicain, c'est ça la peste, vraiment. Ah oui, la France, selon moi, ça doit être une royauté catholique, mais c'est un grand sujet. On nous dit dans le chat, Xernas, que la seule qui en a parlé, c'est Marion, je crois, effectivement. Elle a bien réagi Oui. quand même, Marion Bah, même Maréchal. Zemmour, je crois, hein, non? Ah, je l'ai pas Il vu me semble passer. que Zemmour en a parlé aussi, il me semble. OK. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur, ce sujet? Non, non, bah, écoute, c'est voilà, c'est encore une fois, je pense que moi, ce qui me fait du mal à chaque fois, c'est même pas enfin, c'est même pas l'événement en question parce que j'ai vraiment aucune surprise, tu vois? Je suis pas surpris de ça. Je m'attendais à un truc ultra woke et tout, donc vraiment aucune surprise. Ce qui m'énerve, c'est le traitement qui est fait derrière toujours par nous, notre camp et la réaction qui pour moi est jamais la bonne, tu vois? C'est-à-dire qu'on pointe jamais, j'entends, des millions de gens parler de ça et puis osent jamais pointer du doigt le fait que du financement public, tu sais, de parler de l'argent, de savoir personne ne demande les comptes, personne ne demande le détail, personne ne demande combien les trans ils ont été payés, tu vois? Mais on veut savoir, ça, c'est quand même intéressant, tu vois? Plutôt que juste dire des banalités en mode: «Oh mais c'est horrible, ils ont blasphémé» et cetera. Il y a des choses, il y a des enquêtes à mener, il y a des choses à savoir, tu vois? Donc ça, c'est une première chose et puis, je te dis, le fait que, tu aies une partie de notre camp qui soit qu'on enfin, qu'il y ait une partie de notre camp qui s'associe à voilà, à des gens qui valident ce genre de choses, que des partis comme le Front national qui disent rien, tu sais, ça c'est pas amené sur le débat, c'est pas amené sur la table, tu vois? Et je trouve qu'on pointe les sujets de la mauvaise façon, en fait. On fait que de s'indigner, 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 mais vous attendiez à quoi? Tu vois? Mmh. Par exemple, tiens, un truc qu'on n'a pas parlé, c'est la garde républicaine avec Aya Nakamura, tu vois? Et les gens sont là en mode: «Ouais, c'est indigne», mais c'est pas indigne, c'est la garde C'est la garde républicaine. républicaine. Mmh. Ils ont décidé de le faire, hein. Et regarde, ils le voient derrière, hein, ils sont en train de sourire, ils dansent, ils sont contents, tu sais, c'est voilà. Qu'est-ce que vous attendiez de la garde républicaine? Vous croyez que c'est un symbole de la France ou je sais pas quoi? Non, c'est un symbole de la République. C'est des merdes comme les autres, c'est tout. C'est tout. Est-ce que tu penses que, chez les militaires, dans l'armée de manière générale, il y a beaucoup de royalistes ou pas beaucoup? Oui, oui, surtout chez les officiers, tu sais. Mmh. Chez les officiers, il y a quand même encore beaucoup de royalistes, ouais. Donc ça, c'est l'espoir pour la France, quoi. S'il y a encore un petit espoir Mmh. quelque part. Mmh. Bon, la deuxième actu dont on voulait vous parler, c'est celle de l'Arcom, institution publique de régulation Ah de ça c'est l'audiovisuel, dont les 9 membres sont nommés par des hommes politiques au pouvoir et qui a décidé de supprimer la chaîne C8, chaîne la plus regardée de la TNT. Ils l'ont supprimée pour des supposés manquements aux règles imposées par l'Arcom elle-même, tels qu'un manque de pluralité politique ou des fake news, entre autres. Et on voulait avoir ton avis sur la question, évidemment, Baptiste. Alors en fait, déjà, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre comment ça marche, ils ne suppriment pas la chaîne. C'est qu'en fait, Mmh, c'est l'État qui décide si tu as le droit d'avoir un canal de diffusion ou pas. mmh. Déjà, ça, c'est la première chose qui est pareil, dont on ne parle jamais et qui est complètement folle. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux créer une chaîne de télé, c'est l'État qui décide si tu as le droit ou non. C'est l'État qui distribue. C'est-à-dire qu'on dit qu'en France, il y a une télé publique et une télé privée, mais en vérité, la télé privée, elle appartient à l'État. Le canal appartient à l'État. Donc Ouais, la télé privée, exactement. elle doit être toujours soumise à l'État. Et ça, c'est un truc pareil. Tu vois, c'est le genre de sujet qui m'énerve. Pourquoi ça vient pas dans le débat, tu vois? Pourquoi il y a personne ne se bat contre ça? C'est devenu normal, tu sais? C'est une normalité en France que l'État décide de tout en permanence, tu vois? Ils ont tous les droits, ils décident de tout pour toi, ils font tout et ben non, en fait, c'est un truc de fou. Rien que ça, c'est un truc de fou, en fait. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? En gros, tous les je sais pas combien de temps, parce que j'ai oublié, mais ils doivent renouveler ton autorisation. Je sais pas si c'est tous les ans ou quoi.
Et bah, tout simplement, boum, ils leur renouvellent pas leur autorisation et puis c'est tout. Et je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est les conclusions qu'il faut en tirer, elles sont importantes. Moi, quand j'ai commencé à être militant avant les années 2010, ce qui était compliqué, c'était de diffuser nos idées. On se disait que le jour où on arriverait à diffuser nos idées, les choses changeraient. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on vivait la censure. Voilà, il y avait, c'était les débuts d'Internet, il n'y avait pas encore tout ça. Et donc, on n'avait pas notre place à la télé, on n'avait pas notre place dans les journaux et tout. C'était très dur. Donc, les gens faisaient des collages dans la rue, machin, tout ça. Puis, avec Internet, ça y est, nos idées, elles ont été diffusées, elles sont arrivées. Il y a eu les grosses chaînes YouTube, machin. Puis finalement, tu vois, on a réussi à avoir CNews, on a réussi à avoir des émissions qui commencent à avoir des tons libres. Parce qu'en fait, c'est Touche pas à mon poste, C8, c'est pas du tout des choses d'extrême droite ou quoi. C'est juste une chaîne qui s'est ouverte à tous les points de vue et a commencé à avoir une liberté de ton, tout simplement. C'est-à-dire à dire, bah tiens, on va inviter lui, des gens qui sont pas normalement invités, etc. Donc on a eu tout ça. Et bien, qu'est-ce que ça fait? Mais on a quand même perdu. En fait, vous ne pouvez pas gagner démocratiquement contre la République. Parce que si vous réussissez à avoir les fonds nécessaires pour avoir une chaîne de télé et à diffuser vos idées, ben ils la supprimeront. C'est tout. Voilà, point. Et Terminé. oui. Ils ont essayé, tu vois, avec CNews, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont mis des amendes. Il y a eu C8, il y a eu CNews. CNews a commencé à avoir un poids, à avoir un truc d'information, à être une des premières chaînes, etc., avec un côté politique assumé à droite. Boum, amende, boum, contrôle des temps de parole. Non, mais voilà, c'est tout. Contrôle des temps de parole, allez, c'est terminé, on n'en parle plus. C8 qui commence à inviter des mecs un peu qui sont anti-gouvernement et tout. Bon, allez, hop, on renouvelle pas, c'est terminé. Il n'y a pas de solution démocratique. Ah, on va élire le Front National aux législatives, on fait plus de voix que n'importe quel autre parti, vous inquiétez pas. Alliance, boum, vous avez aucun siège. C'est C'est tout. 8, ils ont payé 8 millions d'euros d'amende sur les 8 dernières Ouais, années. voilà. Et puis ça n'a pas suffi. Ils pensaient, tu sais, ils leur ont mis amende. Ah bon, ça suffit pas. Bon, bah on supprime, on supprime et puis c'est tout. Il n'y a Aïe, pas de aïe. voie démocratique, c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi aussi, je l'ai cru. Hein. Je l'ai cru avant. J'ai dit, il y a 15 ans, je me disais, mais le jour où on a des journaux, une chaîne télé, il faut se battre avec les armes. Mais non, en fait, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne vous laissent L'Arcom, pas gagner. nomination des membres de l'Arcom. Donc, il y en a qui sont nommés par le président de la République, d'autres par le président de l'Assemblée nationale, d'autres par le président du Sénat. En fait, c'est que des gens qui sont placés C'est des gens de politiquement. l'État. C'est des gens de Ouais. l'État, bien sûr. De toute façon. Donc c'est comme ça, c'est tout. Donc y a pas de il faut vraiment que ça rentre au bout d'un moment parce que c'est arrêter de vivre faut qu'on arrête de vivre dans les feux espoirs. Je vais rajouter un peu de théorie barbante, mais pour ceux qui, n'y ont jamais été exposés, c'est important. Le marché, c'est quoi? Le marché, c'est que si une chaîne est intéressante, les gens la regardent et elle arrive à subsister. Si une chaîne, c'est de la merde, elle fait pas assez d'argent, elle fait faillite et puis, elle disparaît. Donc en fait, la vraie démocratie au sens pur du terme, pas au sens républicain, c'est que grâce au marché, c'est vous qui décidez des chaînes qui fonctionnent et des chaînes qui fonctionnent pas, point barre. Aujourd'hui, c'est l'Arcom qui, de manière totalement arbitraire, des républicains nommés par des républicains, qui décident ce que vous avez le droit de regarder ou pas. Parce qu'on le rappelle que c'était la chaîne la plus regardée de la TNT, bordel de merde. Et Mais voilà, c'est ça. j'en parlais en live dernièrement, et j'ai ressorti quelque chose que tu m'avais dit qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils créent des règles, des législations totalement obscures, totalement imprécises pour pouvoir s'en servir afin de pouvoir condamner qui ils veulent. Ils prennent quelqu'un Oui, qu'ils ont envie de condamner, ils vont prendre une règle qu'ils ont créée complètement floue, et avec cette règle, ils vont pouvoir les faire sauter. Point barre. bien sûr, bien sûr. Mais en fait, on est arrivé à un point aujourd'hui où de toute façon, ils ont même pas à se justifier parce qu'il y a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire que là, par exemple, ils disent on supprime C8 et si vous leur demandez pourquoi, ils peuvent très bien vous dire bah on fait ce qu'on veut. Mmh. Et si vraiment demain, imaginons que demain, Macron admette ah je supprime C8 parce que je les aime pas. OK, imaginons qu'ils disent ça. OK? Parce que je fais ce que je veux. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Rien. Rien, vous allez rien faire, vous n'avez aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Donc en fait, ils ont même plus à justifier, ils s'en foutent, il y a pas de contre-pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Et on n'est pas en train de vous dire parce que je sais les critiques qui vont arriver derrière, on n'est pas en train de vous dire que
les chaînes de télé devraient avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent du moment qu'il y a des gens qui les regardent. C'est normal qu'il y ait quand même des règles qui tombent sur le coup de la loi, sur la pornographie, sur tout ce qui tombe sur le coup de la loi normal. Tu sais, on a vu des dérives, et ça avait été encadré après aux États-Unis sur des trucs où tu vois des tortures d'animaux, des machins, etc. Évidemment que. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, des maltraitances, etc. On n'est pas en train de vous dire que du moment que ça fait des vues, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça. Il faut qu'ils soient soumis aux règles, à la loi normale, comme tout être humain d'un pays. C'est pas ça. Le problème, c'est que là, on vous parle de la liberté de parole, de parler des sujets qu'ils veulent, de traiter des sujets qu'ils veulent, de la manière dont ils veulent. Ça devrait pas être encadré. Et au même titre, je l'ai déjà dit à l'époque, je me rappelle plus quel sujet on traitait. C'était sur les temps de. Bah, je crois que c'était justement sur le contrôle des temps de parole, en disant oui, une chaîne. J'ai déjà dit, moi, ça me dérange absolument pas qu'il y ait une chaîne d'extrême gauche ou tu vois ce que je veux dire. S'ils ont le public nécessaire pour faire fonctionner, qu'il y ait des chaînes sur la télé qui soient des chaînes ouvertement communistes, ou quoi, j'en ai rien à foutre, bien sûr. S'ils ont assez de gens pour financer, ça ne me dérange pas, tu vois. C'est pour ça que je dis, je suis pas en double truc, parce que tu vois, par exemple. Après, J'ai entendu plein de gens. la pornographie et la télé, c'est quelque chose qui existait en France il y a quelques décennies. Mais oui, non Mais mais la réalité, faut que ce c'est que, soit, par faut que ce soit à exemple, des heures, faut que ce soit à des heures particulières, ça, si tu veux oui, diffuser la et pornographie ou ce je que sais pas. Puis je par crois que rapport à ça, c'est que encrypté, je sais plus comment ça se passe, mais bon. ok. Le truc, c'est que la loi française, elle est déjà ultra hardcore, Mais notamment oui, c'est sur la ça, liberté d'expression. Et bien sûr, par-dessus ça, ils te rajoutent de l'ARCOM. bien sûr. Ouais, non, mais c'est des officines gouvernementales qui sont là, c'est des bureaux, c'est les Comintern, c'est des bureaux de contrôle, ni plus ni moins, tu sais. Mais j'ai vu des réactions de gens qui disaient ouais, il faut interdire quotidien, etc. Non, vous voyez, c'est ça le souci en Bah fait. non. C'est que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on vous le répète constamment parce qu'il faut que ça Pas jouer avec rentre. ses Il armes. faut pas interdire quotidien. Il faut arrêter de subventionner les médias et que laisser le Voilà, c'est marché tout. choisir. Point C'est barre. ça, Parce que la réalité, exactement. mec, un gouvernement, une république qui choisit quelle chaîne a le droit d'être à la télé, qui choisit quel journaux ont le droit de recevoir des subventions, c'est l'URSS, mec. Bah oui, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on est, hein, c'est ce qu'on est, hein, c'est l'Union soviétique, molle, hein, c'est tout. 2.0, ouais. Bien sûr, Exactement. bien sûr. Non, non, mais voilà, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent et que ce soit un exemple de plus dans leur tête qu'il n'y a pas d'issue démocratique et qu'il faut pas qu'ils pensent que c'est parce qu'ils vont monter, et trouver des financements, monter des chaînes de télé, monter des médias, monter des journaux, et cetera, qu'on va gagner quoi que ce soit. Non. Le jour le jour où vous commencez à être utile, le gouvernement vous supprime. C'est tout. C'est-à-dire que si c'est soit vous servez à rien, soit si vous commencez à servir à quelque chose, Bye. on vous dégagera. Il y a Voilà. Caporal X qui nous dit dans le chat, le Guise, le média TV, média d'extrême gauche, a été refusé par l'ARCOM, mais je trouve pas ça normal. Moi, je pense que le média, il a le droit de diffuser avec ses fonds privés, et ensuite le marché jugera s'il a le droit de subsister ou pas. La réalité, les gars, et je vous parle très sincèrement, c'est que nous, les conservateurs, les libéraux économiquement, on est ceux qui produisent, on est ceux qui font, on est ceux qui font du grand, du beau, du fort, qui apportent de la valeur, qui créent de la richesse. Et donc, dans un marché libre, c'est nous qui allons gagner. C'est clair et net. Tous ces gauchistes, tous ces branleurs qui détruisent, qui n'en branlent pas une, comme sur Blast ou sur les autres médias, ça disparaît tout ça dans un marché libre, les gars. Aujourd'hui, ça n'existe que grâce à ce putain de vol étatique directement dans votre portefeuille. Et oui. Next news ou t'avais des choses à rajouter? Non, mais c'est bon, on peut passer à la suite. Et c'est plus qu'une news, c'est carrément un dossier. Parce que Je me demande d'ailleurs, excuse-moi, mais je me demande ce qui va se passer du coup maintenant, parce que je pense pas que la prod H2O Production lâche TPMP comme ça. Est-ce qu'ils vont être achetés par une autre chaîne télé, etc. Mais le problème, c'est que quelle chaîne télé va prendre le risque maintenant, en sachant que derrière, tu peux te faire enculer par l'Arcom, tu vois En fait, il y a de... tellement de fric à se faire que je pense qu'ils vont prendre le risque. À mon avis, ils Je vont suis le pas foutre sûr. sur le groupe Je suis, Canal ou un truc comme ça, non? je suis pas sûr parce que du coup, tu déplaces le problème. Et s'ils le font, ça va forcément être plus encadré. Il va forcément y avoir un tri sur les invités. Tu peux pas Ah refaire le oui, même truc parce oui, que sinon, tu oui. t'engages, t'es reparti pour le même bordel, Ah tu bah, vois. c'est la censure, c'est comme ça que ça marche, hein, Donc, évidemment. En non, fait, là, mais tu vois, les gens ils disent les gens. Hanouna il va sur Canal. Bien sûr, il va sur Canal, mais qu'est-ce qu'ils vont pas se séparer de lui, je suis d'accord. Mais est-ce que TPMP, dans son format, dans ce truc, est-ce que ça va subsister? Moi, je pense pas. Mais c'est comme Je ça pense que ça pas. marche, la censure. On accepte que ils suppriment C8, donc ils vont devoir refaire les émissions en plus soft. Dans 10 ans, il va y encore y avoir la même chose. Ils vont trouver que c'est trop intense, c'est pas assez républicain, et cetera, jusqu'à Oui, qu'on se retrouve avec que des émissions parfaitement lisses, bah, qui comme sucent avant. les des présidents républicains. Comme on y était, je t'ai dit, avant 2010, c'était le cas. On y retourne tranquillement, quoi. La Exactement. République, c'est un four auto-nettoyant et voilà, vous inquiétez pas, elle est en train de faire le ménage et elle va revenir à un état qui la protège. Tout à fait. Et puis on rappelle, les gars, que la République, c'est qu'une petite partie de l'histoire de la France. Ça ne représente pas la France
Et le jour où ça saute la République, on espère que ce sera autre chose que la République. Mais il ne faut pas être défaitiste à long terme sur la France. La République, ça représente une petite partie de l'histoire de France et il y a souvent eu des changements de régime. Après, en ce qui concerne notre vivant, là, c'est sûr qu'on est un peu plus défaitiste. On en a déjà parlé plusieurs fois. Bon, pour cette dernière partie d'émission consacrée à Kamala Harris, la candidate démocrate à l'élection présidentielle face à Trump, on est avec The American Dream, ZE American Dream, un Français qui a déménagé aux US en 2014 et qui est l'un des ambassadeurs de la culture américaine. Il est devenu fact-checker officiel des détracteurs aveugles du pays de l'oncle Sam, comme il le dit lui-même. Je vous afficherai sa chaîne YouTube The American Dream à l'écran et je vous mettrai le lien en description. Comment est-ce que tu vas, mec? Comment est-ce que tu vas, Olivier? Super bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Vous savez, on avait partagé une de ces vidéos dans le dernier ou l'avant-dernier Je crois que c'est le ADDC. dernier épisode. Hein. Et on a mis c'est une vidéo dans laquelle il nous présentait Vance, le vice-président choisi par Trump, et c'était très très bon. Bon, écoute, mec, est-ce que tu veux commencer par te présenter ou j'ai déjà tout dit? Ouais, non, c'est ça. En fait, j'habite aux États-Unis toute l'année depuis 2017. Je suis venu pour la première fois en 2014, mais vraiment depuis 2017, je suis vraiment ici. Okay. Et donc, bon, ambassadeur de la culture américaine, je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de partager ce que moi je vois ici, parce qu'à chaque fois que je rentre en France, on me dit comment tu fais aux US, tu te fais tirer dessus quand tu fais tes courses, comment tu fais quand tu te casses une jambe, il n'y a pas de sécu. Enfin, voilà. Tous les jours. Un jour, je suis revenu, j'ai fait, mais attends, c'est pas possible, les gens disent n'importe quoi. Et donc, j'ai voulu partager un peu ce que moi je vivais ici. Hier, j'étais dans une interview. Et il y a un mec qui m'a dit comment tu fais par rapport à l'insécurité. J'ai dit attends, mais tu fous de ma gueule, je viens de France, je viens d'installer ici. Ouais. Ils sont dans un autre monde. Ouais. Et donc, toi, tu as lancé ta chaîne, tu as environ 30 000 abonnés aujourd'hui, ou 20 000 plutôt. Et, ouais, 18 000 quelque chose, ouais. Cool. Et puis là, tu commences à grossir et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'intéresser aux États-Unis. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir sa chaîne. Il fait des trucs super neutres, super précis. Il n'est pas dans les théories du complot, il vérifie ses sources. Donc, c'est vraiment une bonne chaîne d'information. Il n'est pas dans le Rachel Fortin Universe. Non, ça, faut aller voir ma chaîne secondaire si vous voulez savoir ce qui se passe avec les Martiens. Ah oui. Imagine pendant l'échange sur Kamala Harris. Elle en parle des Martiens à un moment. Elle dit que il y avait des gens qui vivaient sur Mars avant et ils ont été déplacés. Ouais, mais c'est un autre continent en fait. Je crois que oui, t'as pas compris. C'est ça. Mais t'es passionné par ça. C'est toujours dans un petit coin de ta tête. Ça me passionne. Ça me... tu sais, moi, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux et là, je suis content de découvrir un nouvel univers, un nouveau lore et tout, tu vois. C'est un peu une sorte de Warhammer, mais avec notre monde, quoi. Aïe. Bon, pour commencer. Revenons au sujet, ouais. Est-ce que tu veux nous présenter Kamala Harris? Kamala Harris que j'ai dans mon radar depuis un moment, parce qu'en fait, quand je suis arrivé... Ouais. Avant que tu nous la présentes, juste, je voulais dire un truc, c'est quand même, il y a un truc sur dont on ne parle pas, c'est qu'elle est officiellement candidate, du coup, sans avoir été élue par personne. Et en fait, même pour le camp démocrate, c'est c'est complètement c'est incroyable en vérité, tu vois. C'est que là, c'est vraiment un déni de démocratie totale des règles des élections américaines et tout le monde a l'air de trouver ça normal, quoi. Alors, la pirouette qu'ils utilisent pour que ça fonctionne dans leur crâne, c'est que Kamala Harris a techniquement été élue lors de la primaire puisqu'elle était sur le ticket avec Joe Biden. Donc, en fait, elle a toujours été un peu le vice-président. Et donc, en fait, le rôle du vice-président aux US, c'est que quand le président est incapacité ou se retire, il reprend. Donc, mais quand Kamala Harris, c'est la pirouette, c'est vrai que tu as raison. Quand Kamala Harris s'était présentée toute seule pour être candidate aux primaires, elle avait fait combien déjà en pourcentage? Elle avait fait 8% d'intention dans les sondages, elle ne s'est même pas présentée plus que ça. Elle avait abandonné en fait. Elle a abandonné avant les premiers votes. De toute façon, elle voyait bien que le vieux, c'était le bout de la fin. Donc, tu vois ce que je veux dire, le meilleur ticket à jouer, c'était quand même d'être en sous-carte. Tu vois ce que je veux dire, t'es sur le banc, tu sais que l'autre, il a 2 chevilles pétées, tu sais qu'à un moment, tu vas rentrer. Tu vois ce que je veux dire, tu es remplaçant, c'est le prochain remplaçant, quoi. C'est un petit peu plus intéressant que ça, parce qu'à la base, elle était, je vais vous raconter toute l'histoire, mais à la base, elle n'était pas spécialement vue comme vice-présidente, avec son échec de la primaire. Mais on va revenir là-dessus. Mais déjà, Kamala Harris. Alors, elle est née de parents indiennes et jamaïcaines, donc en fait, elle coche déjà les cases bronzées nécessaires pour choper des points dans le Parti démocrate. Alors, ses 2 parents avaient des doctorats.
ils avaient des doctorats de l'université de Berkeley en Californie, donc on n'est pas dans Slumdog Millionnaire, là on est vraiment sur de l'Indien Oui. doctorat, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire comprendre, toi tu vis ici, donc tu sais, il faut comprendre qu'il y a une communauté indienne, notamment qui vit au Texas, qui sont des gens très aisés, qui sont des gens qui travaillent dans les milieux scientifiques, etc. Enfin, Médecins, dentistes, c'est pas comme je etc. dis, c'est pas Slumdog Millionnaire, c'est plutôt. Non. Plutôt de la Le grande groupe classe. ethnique le plus riche aux États-Unis sont les Indiens. Enfin, les Ouais. Indiens dans le sens d'Inde, pas. Plus Oui, précisément, les Indiens d'Inde. plus Voilà. précisément, les Parce que personnes les avec autres, par salaires. contre, Les autres, c'est chaud. les autres, par contre, Ils ont ça, alcoolique. c'est moyen. Aïe, Ouais. aïe. En fait, c'est les groupes ethniques avec le revenu annuel le plus élevé. Et C'est c'est ça. beaucoup de pays asiatiques. T'as l'Inde, t'as le Pakistan, t'as tous ces pays-là qui sont en tête de liste, bien au-dessus des blancs américains. Ouais. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ouais, mais je vais te raconter une histoire sur elle. Elle a raconté à la radio il y a quelques années que quand elle était petite, un policier était venu la voir, un policier, vous savez, qui rend visite à l'école et tout ça. Et le policier lui aurait demandé et toi, qu'est-ce que tu veux plus tard dans ton futur? Et elle aurait répondu au policier, je veux mon freedom. Et donc elle raconte cette histoire, voilà, pour faire un petit peu pleurer chez les démocrates. Manque de bol, en fait, les gens connaissent cette histoire parce que c'est une histoire que Martin Luther King a racontée dans les années 60. Elle n'est pas du tout arrivée à Kamala Harris, cette histoire-là. Elle l'a complètement soit inventée, soit se l'est réappropriée, pensant que personne n'allait s'en rendre compte. Parce que Kamala Harris a grandi dans une famille très aisée de Californie. À l'âge de 12 ans, elle a déménagé au Québec. Elle a étudié dans une école catholique française qui s'appelle Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Donc, absolument pas dans le ghetto. Il n'y a pas de il n'y a pas de ségrégation. Il n'y avait jamais eu de ségrégation en Californie, encore moins au Québec, à ma connaissance. Donc, toutes les histoires de Kamala Harris maltraitée à cause de ses origines, absolument pas vraies. Donc, elle a grandi dans ce milieu-là, et pourtant, elle joue la carte raciale, comme je vous l'ai dit. Et vous allez voir qu'en fait, c'est un thème récurrent avec Kamala Harris, c'est qu'elle manipule, elle retourne sa veste plus vite que son ombre, et vous allez voir, j'ai d'autres histoires un peu dans la même veine. Donc, son parcours universitaire. Juste une petite donnée par rapport à ça. Je ne sais pas si vous saviez, mais au moment de la traite négrière et de l'esclavage aux États-Unis, il y avait 4% de l'ensemble de la population américaine qui possédait des esclaves. Oui, d'ailleurs, en parlant d'esclavage, alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile à confirmer, mais il semblerait que des ancêtres de Kamala Harris aient eux-mêmes détenu des esclaves. Parce qu'il y avait une petite partie. Ouais. J'adore ce petit genre d'infos. Parce que c'était pareil pour les Obama, en fait, c'est assez drôle, parce que les Noirs qui sont autorisés, entre guillemets, à réussir au sein du Parti démocrate sont pas les Noirs que vous imaginez. C'est pas le fond de ghetto de Détroit dans le Michigan. C'est pas Tupac. Non. Mais bon, après tout ça, donc elle fait ses études de droit à Washington DC et ensuite à San Francisco. Alors San Francisco, elle rentre pour faire son doctorat et elle obtient elle obtient une place dans l'université grâce à une bourse de diversité. Donc déjà, elle rentre parce qu'il y a de la discrimination positive. Et ensuite, elle rate son examen du barreau. Dommage. Bon, elle le repasse l'année suivante et maintenant elle est vraiment avocate. Juste après, vous allez voir que niveau barreau, elle s'est rattrapée puisqu'elle se met à sortir avec Willie Brown, qui est un démocrate très très haut placé et qui lui donne notamment ses premiers jobs. C'est comme ça parce que le démocrate Willie Brown, est en charge de nommer les procureurs de certains bureaux dans la Californie. Et j'imagine qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle. Voilà, il avait 60 ans, elle en avait 29. Alors, Willie Brown, techniquement, était marié à l'époque, donc vous allez voir sur différentes sources qui vont vous dire Kamala Harris a couché avec un homme marié. Techniquement, Willie Brown avait été séparé de sa femme depuis plusieurs années, c'était vraiment connu. C'était pas divorcé. Ouais. Voilà, ils n'étaient pas divorcés techniquement, mais voilà, bref. Donc, Willie Brown lui permet d'accéder à ces postes. Donc, on parle de commissions un peu ridicules, la commission d'assistance pour la sécurité sociale, la commission d'assurance pour faire appel à la commission d'assurance chômage de Californie. Enfin, c'est des trucs, je savais même pas que ça existait aux États-Unis, mais voilà, a priori en Californie ça existe. Donc elle est procureure dans ce genre de commission. Et après ça, j'avance un petit peu dans mes notes, elle veut obtenir son premier job qui requiert une élection. Parce qu'en fait, là, pour le moment, elle a été nommée. Donc, elle a été placée quelque part, en fait, par son réseau. Elle a sucé des queues, si je comprends bien. Arrête. Eh bien, ne nous regarde pas. Une vieille queue. En fait, je veux pas remettre en cause son amour honnête pour Willie Brown. Si ça se trouve, ils étaient tous. Oui, c'est pour ça. Très bien ensemble. Mais, lui, mais en fait, il faut comprendre d'où elle vient parce que c'est un peu bizarre que quelqu'un qui rate son examen de barreau
arrive 3 ans plus tard à des postes comme ça. En fait, ça n'arrive pas. Et donc, c'est grâce à ces relations, et ces relations ensuite l'ont propulsé, on va le voir. Donc, c'est le copinage de la mafia politique, tout simplement. Exactement. Donc, en 2003, elle participe à sa première vraie élection, et donc c'est pour devenir procureur général du comté de San Francisco. Donc, on pourrait se dire, elle va être procureur d'une ville de Californie, tout ça. Il faut remettre un peu le contexte, tu le fais souvent, Baptiste, de la taille des États-Unis. La Californie, si c'était son propre pays, ce serait la 5e puissance mondiale. San Francisco, c'est la 2e plus grosse agglomération du pays. Donc, en fait, quand vous êtes procureur général de San Francisco, vous pesez énormément. Vous êtes, en fait, c'est comme si elle était procureur général de Paris, quoi. S'il y avait un procureur général. C'est exactement ça. Ce serait voilà. Donc cette élection, c'est très très important. Elle est propulsée évidemment par Willie Brown et les autres démocrates face à un autre démocrate sortant. Et ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est que Kamala Harris fait campagne en étant dure avec les criminels. Elle dit que son adversaire est trop laxiste et qu'elle sera beaucoup plus difficile avec eux. Parce qu'à cette époque-là, fin des années 90, début des années 2000, San Francisco, ça commence déjà à être un peu un shithole. Oui, c'est le début des gangs, c'est le début de l'émergence vraiment des gangs un peu partout, etc. Donc, et ils sont pas encore woke à l'époque, les démocrates. Donc en fait, c'est encore des démocrates à l'ancienne qui sont humanistes, qui poussent des idées comme ça de réinsertion, de anti-guerre et tout ça, mais au fond d'eux, ils veulent quand même pas avoir la misère devant chez eux. Et puis, c'est aussi un truc, c'est que c'est la ville gay de San Francisco par excellence, mais les gays à l'époque où les gays étaient juste des gens, entre guillemets, enfin, je sais même pas comment dire ça. Bref, c'était pas des propagandistes LGBT. Non, mais c'était quand même déjà bizarre, mais ce que je veux dire, c'était pas le côté LGBT, machin, tout ça. Et donc, tu sais, c'est un peu comme les gays que tu as ici qui votent Front National, tu sais, c'est-à-dire, en fait, ils en ont marre de se faire agresser, tu vois, parce qu'eux-mêmes, ils sont réduits au niveau de leur capacité à se défendre, tu vois. Donc, ils cherchent généralement plus de sécurité dans les rues, quoi. Ouais. Alors, je vois Stéphane dans le chat qui dirait ce serait pas plutôt le Texas, la 5e puissance mondiale. En fait, si la Californie est autorisée à devenir son pays, ce serait le 5e. Le Texas, ce serait le 6e ou le 7e, je sais plus. Mais effectivement, si le Texas était tout seul à prendre son indépendance, voilà. Parce qu'on n'oublie pas que malgré le fait que la Californie devienne un shithole depuis ces dernières décennies, c'est quand même la Silicon Valley. Et c'est ça qui fait que parce qu'en fait, on énormément de puissance économique. Là, on parle de puissance économique, un peu de puissance militaire. Ah oui. Oui, bien sûr. Donc, elle remporte cette élection, donc poussée encore une fois par tous les grands démocrates, et ensuite elle finira même procureur général de Californie, donc procureur général de la 5e puissance économique mondiale. Et là, même chose, en fait, elle joue un double jeu. Elle joue le jeu elle rassure les gauchistes, d'un côté, vous inquiétez pas, je suis de gauche, je suis humaniste, tout ça, mais en même temps, elle est extrêmement sévère avec les criminels. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, elle est contre la décriminalisation de la prostitution, parce que c'est un sujet qui est poussé à l'époque. Donc, elle veut toujours qu'on s'attaque au proxénétisme, à la prostitution, tout ça. Mais en fait, dans les faits, elle n'a jamais poursuivi quiconque en tant que procureur pour prostitution. Mais c'est parce qu'en fait, elle pouvait pas aller autant à l'encontre de son passé. Ah ben là, elle n'a pas de passé encore à ce moment-là. Mais non, mais arrête, laisse-le bosser là. Je le prends trop sérieusement. Mais oui. Voilà, autre exemple. Non mais oui, t'as raison, elle était sur une double carte, encore une fois. Voilà. On revient à l'attention sélective dont tu parlais tout à l'heure, Baptiste. Voilà. Ouais. Elle joue un double jeu sur la réinsertion, par exemple. Elle veut évidemment réinsérer les criminels le plus vite possible pour pas les faire pourrir en prison et les réinsérer dans la société. Mais en fait, dans les faits, elle a refusé des demandes d'appel pour avoir des sentences réduites plusieurs fois parce qu'en fait, en Californie, les criminels en prison peuvent être utilisés comme main-d'œuvre pas chère pour, par exemple, assister les pompiers lors des incendies. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très bien documenté. Ça fait économiser des coûts. C'est ça. Pour faire plaisir aux copains, on les laisse en prison. C'est pas tellement... Oui, c'est ça. On peut imaginer que derrière, on lui a demandé de faire ça. Mais en fait, en Californie, les criminels non violents peuvent... Non, elle n'a pas bénéficié directement de ça. Et en Californie, a priori, les criminels non violents peuvent être utilisés pour assister les pompiers. Donc, ils vont pas aller éteindre des feux, si vous voulez, mais ils vont porter des trucs, ils vont aider à faire de la logistique, des choses comme ça. Et donc, le pire, c'est que c'était souvent des noirs. Alors ça... non, mais statistiquement parlant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Kamala Harris fait un peu d'esclavagisme, quoi, sur les bords. Un petit peu. Il faut toujours qu'il te donne des conclusions de ouf. Faudrait que je parle avec ta copine, là. Je sais plus comment elle s'appelle, mais faudrait que je fasse une interview avec elle. C'est pas ma copine. Et je pense que, je sais pas si tu vas en parler, mec, mais c'est très important par rapport à tu l'as déjà survolé, mais par rapport à la weed. Oui, elle soutient publiquement la légalisation du cannabis, qui commence à faire son petit chemin à gauche. Les gens commencent à se dire il faudrait légaliser ce truc-là. Mais en fait, en tant que procureur, pareil, elle a mis entre 1500 et 2000 personnes en prison pour simple possession de marijuana.
Donc c'était souvent on va dire des charges plus graves qui ont été abaissées à simple possession en échange d'un deal, mais quand même, elle a mis des gens en prison pour possession de marijuana. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans une interview de 2019 au Breakfast Club, elle s'est vantée d'avoir fumé de la bœuf à l'université en 1989. Donc en fait, avant d'être procureure, elle faisait partie de ces gens qui fumaient illégalement de la marijuana. Elle s'en est vantée. Et l'interview est horrible. Vous voyez vraiment Kamala Harris, la manipulatrice. Elle se vante d'avoir inhalé correctement, de ne pas avoir crapoté. Enfin voilà, elle se donne une image un peu de. Ça n'a aucun sens. Je suis Jones. Je suis une Jones. Yo. C'est vraiment le truc de boomer exactement par excellence. Avec des baskets blanches en train de danser comme une grosse reine. Attention, l'autre. Après, à la fin de l'interview, il paraît Dab. Et du coup, en fait, avec de la slime. En fait, il y a un truc super important là-dedans, les gars. C'est qu'elle a gâché la vie de plein d'Afro-Américains, parce que c'était en grande majorité des Afro-Américains. Elle les a foutus en prison juste parce qu'ils fumaient de la weed, alors qu'elle l'avait fait elle-même, et quand elle en parle en interview, elle se tape des barres. Est-ce que tu as déjà fumé de la weed ? Alors qu'elle a gâché la vie de milliers d'hommes à cause de ça, quoi. Ouais. Puis elle ment en plus dans cette histoire, bon c'est un petit détail, mais l'hôte de la radio lui demande c'est cool, tu fumais, il y avait quoi à la radio quand tu fumais avec tes potes ? Et elle disait il y avait du Snoop Dogg, il y avait du Tupac. Bon, manque de bol, c'est en 1989, Snoop Dogg va sortir son premier album en 1991, donc en fait c'est soit un mensonge, soit un truc qu'elle a inventé pour faire la Jones, comme tu dis Baptiste. Voilà. Les gauchistes poussent quand même ça. Snoopy Dogg, qu'est-ce qu'on attend ? Exactement. Ça serait génial. Et donc son passé de procureur, voilà, ça teinte un petit peu l'image, la nouvelle image des démocrates là, quand on voit ce qu'elle faisait quand elle était à ce poste-là. Mais les démocrates poussent quand même un truc sur Kamala Harris, c'est qu'elle avait un taux de conviction de 90%. Alors je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est quand même assez incroyable. C'est excellent pour un procureur de poursuivre au pénal des gens et d'avoir quand même un taux de réussite de 90%. En fait, ça c'est des chiffres qui ont été analysés par des gens qui sont bien plus calés que moi dans tout ça. 90% de taux de conviction, c'est énorme. Et pourquoi est-ce que c'était le cas ? Eh bien, c'est parce que, en fait, elle s'attaquait qu'à des cas faciles, c'est-à-dire vraiment des meurtres où c'était très très clair qui avait tué, vraiment des cas qui étaient gagnables sans problème par son bureau. Et donc, effectivement, elle gonflait les chiffres comme ça. En quelque sorte, elle gonflait les chiffres en n'attaquant pas assez de personnes pour avoir un taux de conviction plus élevé. Donc voilà un peu son passé de procureur. Ensuite, en 2016, elle s'attaque vraiment entre guillemets au niveau au-dessus. Elle veut devenir sénatrice de Californie. Et donc là, elle bénéficie encore d'une opportunité, c'est que la Californie a changé ses règles électorales, ce qui a clairement favorisé les démocrates. Parce qu'en fait, en Californie, il y a 75% de démocrates, 25% de républicains. Et pour l'élection de 2016, la Californie a changé ses règles. Donc au lieu que chaque parti fasse ses primaires pour décider de leur candidat et qu'ensuite il y a une élection à un tour, la Californie a décidé qu'il y aurait une primaire avec l'ensemble de tous les candidats de tous les partis et que les deux premiers de cette élection participeront donc au deuxième tour pour devenir sénateur. En fait, ce que ça veut dire, c'est que dans un État où virtuellement les républicains n'existent pas sur la carte électorale, eh bien, c'est garanti qu'il y aura deux démocrates qui vont sortir de la primaire. Donc en fait, quand vous voulez vous faire élire sénateur en Californie, vous n'avez pas besoin de convaincre les républicains. Vous les ignorez complètement parce que c'est 25% de votes qui n'iront nulle part et vous avez juste à convaincre la gauche. Et c'est ce qu'a fait Kamala Harris. Encore une fois, là, elle s'est posée complètement à gauche à ce moment-là. Et grâce à l'aide d'Obama et de tous les démocrates, elle a eu l'endorsement d'Obama. Obama, en 2016, c'était le king des démocrates. Oui, faut se rappeler. Mais encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pouvoir chez eux. Ouais. Mais à l'époque, à l'époque, on disait que Clinton était 100% sûr de gagner. Les démocrates étaient à leur pic absolu. Enfin, ils voyaient Donald Trump, ils pensaient que c'était un joker, quoi. Oui, même les sondages le donnaient perdant de 20-30% plusieurs mois avant l'élection. Bon, juste avant l'élection, il est donné gagnant de perdant de 4%. Il a quand même été élu, donc c'était plus ou moins dans la marge d'erreur. Est-ce que c'est lorsqu'elle était procureure qu'elle a caché des preuves, ou c'était après ? Non, c'est quand elle était procureure, ouais. Alors ça, c'est une histoire qui est un petit peu, c'est une histoire qui est un petit peu compliquée. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est-à-dire qu'elle a jamais été poursuivie pour ça, donc en fait, on peut pas dire, vu qu'elle n'a pas été condamnée, c'est ça. Mais en fait, elle aurait retenu des preuves qui auraient innocenté quelqu'un, et en fait, elle a été obligée par une cour fédérale de sortir la preuve du tiroir, en fait, et de la rendre admissible
dans la Cour de justice. Et eux, tout ce qu'ils ont dit, c'est « Ah, on vient de retrouver ce truc-là, on avait oublié de le présenter. » Voilà. Elle n'a jamais été condamnée pour ça, donc c'est compliqué de savoir si elle était... Alors que c'était plus pour... je sais pas s'il y avait la condamnation à mort à l'époque en Californie, mais je crois que c'était au moins pour une peine à perpétuité, cette preuve. Il y a toujours une condamnation à mort en Californie, elle n'a jamais été appliquée depuis 40 ans. Ouais. Et donc là, c'était un gars c'est un gars qui risquait la prison à perpétuité ou la peine de mort, et elle avait retenu une preuve qu'elle a sortie de son chapeau. Encore une fois, puisque c'est des histoires qui ont tant de temps, et tu peux pas savoir si c'est elle, quelqu'un de... Tu vois, je veux dire, bon, c'est un peu compliqué, quoi. On va dire que c'est son équipe, pour être dans le vrai. Voilà, c'est sous sa supervision, parce qu'elle était vraiment procureur général. Donc, elle se fait élire sénatrice, et moi, je me rappelle très très bien de cette histoire, parce que du coup, elle a prêté serment en janvier 2017, et c'est quand moi, je vivais en Californie à ce moment-là, donc tout le monde parlait de Kamala Harris, c'était incroyable. Donc, on va parler un petit peu de son bilan en tant que sénatrice. Donc, tout ça, c'est rapporté par GovTrack, qui est un organisme indépendant qui regarde comment les élus votent au Congrès. En fait, nous, on n'a pas que ça à foutre d'aller se mettre devant la chaîne parlementaire et de regarder comment les gens votent en commission, qui co-signent les propositions de loi et tout, c'est compliqué. Donc, GovTrack fait vraiment tout ce boulot-là. C'est vraiment indépendant, hein, GovTrack, ils sont vraiment connus pour être très factuels. De toute façon, c'est des stats qui sortent du Congrès, on peut pas vraiment... voilà, je vais vous dire, par exemple, Kamala a été mesurée comme étant la sénatrice la plus à gauche que Bernie Sanders, qui est pourtant le communiste... de base du Parti démocrate, celui qui veut vraiment interdire les mutuelles privées, celui qui est pro-Venezuela. Donc, elle a été mesurée par GovTrack comme étant plus à gauche que ce type-là. Sur quoi il se base pour mesurer ça? Ses propositions de loi, ses votes? C'est ça, ses propositions de loi. Combien de fois elle a proposé des lois qui ont été aussi validées par des républicains pour montrer à quel point elle est radicale, en fait. Est-ce qu'elle arrive à convaincre des républicains de voter pour ces trucs à elle? Donc, tout ça, c'est mesuré par GovTrack. En l'occurrence, GovTrack nous dit qu'elle se plaçait souvent avec la majorité de gauche et elle avait très rarement des votes républicains pour ses projets à elle. Elle est la troisième la plus absente au Congrès de tout son mandat. C'est la deuxième avec les propositions de loi qui n'arrivaient pas à sortir du comité, c'est-à-dire qu'en fait, elle utilisait ces propositions de loi choquantes, entre guillemets, et des choses très dures qui n'avaient aucune chance de passer, qui passaient même pas à l'étape préliminaire de brouillon avant d'être votées. C'était la spécialiste de ça. Pour le buzz. Ouais, pour faire le buzz, c'est ça. Et après 4 ans de dur labeur en tant que sénatrice, elle a obtenu qu'une nouvelle loi qui porte son nom. C'est une loi imposant la création d'un mémorial pour commémorer les morts suite à l'écroulement d'un barrage en 1928. Ça sert à rien, celle-là. Donc en fait, d'un point de vue strictement analytique, ce que tu es en train de nous dire, c'est que grâce à des données concrètes, on peut dire que c'est une énorme gauchiste, voire une communiste à la Bernie Sanders. C'est ça, mais au final, elle a brassé du vent. Ah oui et non, c'est sa stratégie de communication. Mais en fait, dès qu'elle a du pouvoir et qu'elle est en activité, elle n'est pas spécialement comme ça. Donc en fait, si Kamala Harris est au pouvoir, ce ne sera pas une Bernie Sanders. Ben, on ne sait pas, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elle joue encore sur cette dualité. Elle parle des fois extrême gauche et ensuite elle parle centriste et on ne sait jamais vraiment ce qu'elle veut faire. Donc elle va aller là où tu peux être sûr que là, la campagne, je pense, s'ils sont intelligents, elle fera une campagne centriste. Parce que c'est quand tu es en face d'un... C'est ce que j'ai expliqué à chaque fois. Plus tu as un adversaire qui est marqué politiquement, plus toi, il faut que tu sois démarqué politiquement. Parce que tu sais que la gauche ne votera jamais pour Trump. Donc les seules personnes que tu peux récupérer pour voter pour toi, ce seraient des républicains pas trop extrêmes qui pensent que Trump est trop extrême. Donc si tu es trop à gauche, ils vont dire bon bah non, moi je préfère Trump. Mais si tu es centriste, c'est pour ça que pour moi leur meilleur candidat c'était Kennedy. Le meilleur candidat démocrate possible c'était le dernier Kennedy, parce que lui c'est un centriste vraiment. Tu vois, c'est un mec un peu. Donc lui, la gauche de toute façon ils auraient jamais voté pour Trump, donc ils auraient voté pour lui. Et je pense que il y a certains républicains qui auraient pu voter pour lui. Kamala, il va falloir qu'elle la joue fine pour réussir à convaincre les boomers débiles républicains elle est un peu conne quand même. Elle va s'occuper des frontières et tout, tu vois. Dans une de ses dernières, apparitions publiques, elle s'est présentée: bonjour, je suis Kamala Harris, mes pronoms sont she, her. Oui, j'ai vu. Ouais, ben non, mais ça, c'est comme oui, c'est, je te dis, c'est une manière de communiquer. Écoute, j'en sais rien. Ouais. Ouais, Kennedy s'est vu refuser l'accès à la primaire démocrate, c'est pour ça qu'il se présente comme indépendant maintenant. En fait, Kennedy, c'est un peu bizarre parce qu'il est globalement centre-gauche, mais il a des positions très dures sur deux choses qui sont très rebutantes pour les démocrates. C'est que, il veut sortir l'implication des États-Unis dans l'Ukraine, dans la guerre en Ukraine. Bah oui. Et deux, il est très critique du vaccin Covid et de la réponse Covid des États démocrates. Ça a été ça qui l'a cramé d'ailleurs. Ça a été ça qui l'a cramé. Ça a été le moment où il a parlé du Covid, ça l'a cramé, ouais. Ok, donc après avoir été sénatrice, Kamala Harris se lance à la présidence. Donc là, on arrive en 2019 et elle annonce vouloir se présenter pour la primaire démocrate pour l'élection de 2020.
Donc elle fait un grand rallye le jour de Martin Luther King, vous savez, c'est le 20 janvier, je crois. Elle se présente comme la candidate noire qui a besoin du soutien de la communauté, blablabla. Les médias l'appellent la femme Barack Obama, female Barack Obama, et elle fait une primaire. En fait, elle se place dans la primaire avec Biden à sa droite et Bernie Sanders à sa gauche. Donc en fait, elle se place vraiment au centrisme, mais de la gauche, en fait. Donc, mais là aussi, c'est confus, en fait. À chaque fois qu'elle fait une interview, elle change de position sur plein de trucs. Par exemple, en 2020, il y avait cette grande idée de Bernie Sanders de Medicare for All. En gros, ce serait assurance maladie universelle. C'est-à-dire couverture élargie. Voilà, Bernie Sanders allait plus loin qu'elle, c'est qu'il voulait vraiment interdire les mutuelles privées. Il voulait que vraiment 100% des remboursements soient faits par l'État, ce qui est même en France. Sécurité sociale. Sécurité obligatoire, universelle et aucune option privée. Et ça, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a 30 ans, c'était inimaginable aux États-Unis. Ça l'est toujours, hein, parce que personne n'a soutenu ça. Hein. Ok, mais tu sais, par exemple, non, mais par exemple, tu vois, Obamacare et toutes ces trucs de rendre publique la santé, ces choses comme ça. Oui. C'est une socialisation des États-Unis quand même. Ah oui. Ah bah oui, évidemment. Mais en fait, c'est le problème aujourd'hui de la communication. Aujourd'hui, les jeunes, ils voient ce qui se passe dans les autres pays. Et donc, ils proposent. Moi, dès que je parle avec des démocrates, les mecs, ils prennent la France comme exemple parce qu'ils savent pas ce qui se passe ici. Donc, ils veulent une sécurité sociale comme en France. Tu vois ce que je veux dire ? Comment ? Moi, je leur demande combien de fois ils sont allés. Combien de mois ils y ont vécu. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils me disent « Ah bah non, j'ai juste vu sur Twitter. » Ouais, c'est ça. Et tu vois ça chez les jeunes Texans ? Non, chez les démocrates. Après, ça passe pas notre vie avec, mais... Ok, je vois. Donc elle se présente à la primaire et elle essaie de se placer au centre du Parti démocrate en espérant ratisser des deux côtés. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle ratisse rien du tout. Parce que les mecs de Bernie Sanders, les antifas communistes, ils la trouvent trop ancrée dans le système, son passé de procureur lui fait défaut. Et les centristes boomers pro-Biden, ils trouvent qu'elle est trop radicale. Donc en fait, elle ramasse rien du tout, elle tombe dans les sondages. Après un premier débat où elle attaque Biden assez sévèrement, elle fait un deuxième débat avec Tulsi Gabbard, qui est la plus républicaine des démocrates. D'ailleurs, depuis 2022, Tulsi Gabbard, qui était représentante démocrate d'Hawaï, elle est devenue indépendante, en fait, tellement elle essaye de se dissocier du Parti démocrate. Okay. Mais à l'époque, elle est démocrate, elle veut devenir présidente, et en 40 secondes, elle met une fin de carrière immédiate à Kamala Harris. En gros, en 40 secondes, elle balance tous les points qu'elle a gardé des gens en prison plus longtemps pour les utiliser comme œuvre gratuite, qu'elle a poursuivi des gens. Voilà, tout ce qu'on vient de dire. Elle a balancé ça en 40 secondes. J'ai mis l'extrait ce matin sur ma chaîne YouTube. C'est un short, si vous voulez le voir, je l'ai doublé en français. On comprend que Kamala Harris s'est retirée juste après. Quelques mois après, campagne en perte de vitesse complète. Le New York Times, à l'époque, elle ne les a pas dans la poche, envoie un article d'opinion à charge contre sa campagne qui est ultra mal gérée. Voilà. Il y a des gens en interne de sa campagne qui dénoncent à quel point ils sont maltraités, qui bossent gratuitement, que Kamala Harris est horrible avec elle. Tout ça, ça a été publié par le New York Times. Elle est obligée en décembre de se retirer avant même que les votes de la primaire commencent. Les primaires démocrates a commencé en mars 2020. En décembre, elle est sortie. Parce que quand elle a reçu tout ça dans la gueule, pendant le débat, elle a juste fermé sa gueule, elle a rigolé et puis elle savait même pas quoi répondre. Exactement. Et j'ai une question par rapport au fait qu'elle se plaçait, tu me disais quelques phrases avant, qu'elle se plaçait beaucoup, elle allait chercher le vote des minorités, le vote afro-américain, etc. Est-ce qu'elle a du sang afro-américain ou pas du tout ? En fait, la question, ce serait, est-ce que via ses origines jamaïcaines, elle a du sang africain ? Supposément, oui. Après, moi, je n'ai pas fait un test d'ADN 23andMe, tu vois, mais... Okay. Elle le dit que oui. Alors, c'est assez intéressant parce que quand elle voulait se faire élire procureur, une fois qu'elle a été élue, les médias disaient « Ah, la première femme indienne à être procureure. » Et en fait, depuis qu'elle rentre à la politique nationale, maintenant, elle est black. En fait, elle n'est plus indienne, elle est black. Okay. Parce que je sais, en Jamaïque, il y a beaucoup d'Indiens aussi. Elle a double carte. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, je sais pas. Encore une fois, tu vas pas faire des analyses, tu veux dire. Ouais. Non, mais c'est ce que tu veux faire comme les anthropologues de l'époque, là, mesurer la largeur du nez et tout, la longueur du crâne et tout, tu sais, comme au 19e siècle, tu sais, c'est bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais c'est drôle parce que aux États-Unis, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y avait aussi une nana chez les démocrates qui disait qu'elle avait du sang indien et qu'elle elle avait 1% d'ADN indien. T'as elle qui se place du côté des Afro-Américains alors qu'on n'est même pas sûr qu'elle ait du sang africain. C'est quand même drôle cet achat de voix. Il y a une course à chercher la victimisation à tout prix et la carte raciale marche aux US. Donc voilà.
Donc mauvaise campagne, Kamala Harris, les gens ne l'aiment pas, elle est pas authentique, elle est encore moins authentique. Elle fait passer Hillary Clinton pour quelqu'un de confiance en fait. Si vous regardez des vidéos d'elle, elle est ultra manipulatrice. Tu vois dans ses yeux les engrenages tourner dans son cerveau pour essayer de choper des électeurs. Elle a un rire horrible. Voilà. Je dis ça, on va me dire ah t'es pas gentil, t'es pas sympa, tout ça. Allez voir les extraits. Je vous laisse juger de tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on lui reprochait pendant sa campagne, son manque d'authenticité. Quand elle prend la parole, elle est toujours au bord des larmes, comme si elle va se mettre à pleurer en fait quand elle raconte des histoires inventées, là, comme cette histoire de Martin Luther King. Ça, c'était en 2020, les gars. C'était pas il y a 20 ans. C'était en 2020. Non, c'est ça. Donc là, fin de carrière, sauf que non. Parce qu'en fait, en mai 2020, il y a la mort de George Floyd, les émeutes commencent à arriver. Et Biden est poussé. Donc Biden, à ce moment-là, est nominé officiel du Parti démocrate. Et il est poussé par sa gauche à choisir quelqu'un, on va dire, une femme noire, globalement. Et il le dit direct, je veux choisir une femme noire comme vice-président. De toute façon, il n'y en a pas des milliers non plus, donc il n'a pas eu un choix. Et en fait, non. Et Kamala Harris est la plus qualifiée, ça veut dire beaucoup, qui coche les cases pour Biden. Et donc, en fait, elle se fait... Putain, ils n'ont pas qu'un de flush. Hein, ils n'ont personne, en fait. Hein. Voilà, c'est quand tu sors à Kamala Harris parce que c'est la personne la plus qualifiée, c'est compliqué quand même. Et donc, bien entendu, elle est sélectionnée par Biden, ça on connaît, Biden remporte l'élection, et donc elle se retrouve propulsée à la vice-présidente, encore une fois, sans jamais avoir gagné d'élection. Parce que techniquement, c'est Biden. Ok, elle a gagné l'élection parce qu'elle était sur le ticket présidentiel avec Biden, mais c'est pareil. Et là, maintenant, elle se retrouve candidate, pareil, en ayant skippé les primaires, etc. C'est vrai qu'en fait, c'est difficile de savoir, d'avoir un. C'est ce que j'avais dit tout de suite quand j'avais fait ma première réaction sur Instagram. J'avais dit, pour le moment, c'est très difficile de sonder sa cote de popularité chez les démocrates. Parce que les sondages d'opinion et tout, tu sais, ça veut rien dire, quoi. Factuellement, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et en fait, on va se retrouver jusqu'à l'élection présidentielle. Ça va être le one shot, quoi. Ça va être finalement. Ça va être la première fois qu'on va demander aux Américains de choisir Kamala Harris, oui ou non. Parce qu'en fait, elle n'a jamais remporté d'élection nationale. À chaque fois qu'elle a essayé de participer, elle s'est retirée de la primaire. Ensuite, elle a toujours accédé à ses postes, soit par nomination, quand elle était procureure, soit par nomination par Biden en étant choisie. Elle a été élue sénateur. Oui, elle a été élue sénateur. C'est sa dernière élection en date. C'est la dernière élection qu'elle a gagnée, oui, parce que la primaire, elle en est sortie. Et donc, pour être procureur, c'est sûr que c'est une nomination, c'est pas une élection non plus. Non, pardon, c'est le premier poste de procureur. Pour procureur, il y a eu une élection. Mais c'est pas une élection nationale. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était convaincre la gauche. Là, le problème, c'est qu'elle doit rassembler et elle n'arrive pas à faire ça. Quand on dit qu'on lui a offert un poste de procureur, c'est qu'on lui a permis de représenter, de se présenter, quoi. Non, quand je dis que je parle de ses premiers postes qu'elle a obtenus grâce à son amant Willie Brown. Le vrai poste de vrai procureur de San Francisco et de Californie plus tard, c'est de là, elle a bien remporté des élections. Okay. Mais ce ne sont pas des élections nationales. Attention. C'est pour ça que je dis que la dernière élection en date qu'elle a remportée, c'est l'élection de sénateur. C'est ça. C'est un peu comme Ron DeSantis, vous savez, le gouverneur de Floride. Les gens disaient peut-être qu'il va se lancer en 2024. Et en fait, il s'est avéré qu'il est un très bon sénateur qui remporte sans problème ses élections. Mais par contre, il s'est écroulé à la primaire. Après, la différence aussi, je pense, c'est que là, c'était le challenger qui était. C'était trop compliqué d'être en face de Trump, qui avait une trop grosse. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que si enlève Trump de l'équation, je pense que DeSantis aurait été certainement le candidat républicain. Peut-être. Imaginons que Trump n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est différent parce qu'il a été écrasé par Trump qui a une telle cote de popularité chez les républicains. Oui. Tandis que là, il n'y a personne, il n'y a pas un personnage à l'heure actuelle chez les démocrates qui flamboie. Tu vois, comme à l'époque Obama. C'était leur dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'était le no-brainer. Personne d'autre. Tu pouvais pas, exactement, tu pouvais pas le fumer. C'était pas possible. Même Hillary Clinton. Elle était quand même, c'était pas Obama, mais tu vois ce que je veux dire? Bon, c'était quand même la dame du. Là, il y a personne vraiment, tu vois, parce que Biden, quand il a été élu, je le redis parce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui quand tu vois, il n'était pas comme ça il y a 4 ans. Il n'était pas comme il est aujourd'hui. Donc, vraiment, il était très différent, tu vois. Donc, aujourd'hui, avec Biden qui est devenu, qui est à moitié mort, il y a plus personne, quoi. Il n'y a pas un grand nom comme ça. C'est un peu le vide au niveau des. Et comme tout le monde chez les démocrates s'est mis d'accord pour laisser un boulevard à Biden pour se représenter, il n'y a même pas eu de primaire, il n'y a même pas eu de débat, il n'y a même pas eu la place pour essayer d'avoir une nouvelle personne. En fait, ils ont complètement
hijack, je sais pas comment on dit, ils ont En fait, complètement j'ai piraté le l'impression, process. je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que cette élection présidentielle, elle va se faire que avec Trump, c'est-à-dire les pro-Trump et les anti-Trump. Le candidat d'en Ouais. face, finalement, il va servir à rien, quoi. Tu vois. Ouais. Bah, on va voir comment quand la première fois Ouais. qu'elle va débattre avec lui, tu vois, si elle le met si elle arrive à le piquer ou pas. Mais en gros, ça va être ça, quoi. Les gens, ils vont voter pour Trump ou contre Trump, ils vont pas spécialement voter pour Kamala, quoi. Kamala. Ouais. Mhm. Ah, c'est ça, parce que vous avez vu, t'as DeSantis, t'as Ted Cruz, t'as Marco Rubio, t'as vraiment des mecs Ted Cruz, qui c'est du lourd pourraient aussi. gagner. Ouais. Mais lui, il s'est pas présenté à la primaire. Non, mais Ted Cruz, c'est un bon exemple pareil, c'est-à-dire qu'il remporte son élection au Texas, on va Bah dire oui. sans problème. Bon, en 2020, non, pardon, en Oui. 2018, il a eu des soucis pour se faire réélire, mais c'est parce que les démocrates ont vraiment poussé Ouais, Beto O'Rourke c'était en la vague face. bleue. Ouais. Et les républicains ont perdu beaucoup de sièges en 2018. C'est compliqué les élections de mi-mandat pour celui qui a la présidence. Mais Ted Alors que Cruz, pareil. pourtant, Beto, c'était vraiment pareil, hein, le woke et tout. Exactement. Ouais. Il avait joué la carte gauche-gauche. Hein. Oui, oui, il a dit gauche-gauche, hell yeah, we're gonna take your AR-15. Et d'ailleurs, il s'est était, présenté comme gouverneur aussi, lui, après. Oui, échec complet, et maintenant Ouais, il est là, à il la s'est fait cave. éclater. Ouais. Ouais. Donc en fait, Il s'est pour fait résumer, éclater. Kamala Harris, c'est clairement un choix par défaut parce qu'il n'y a rien d'autre. En fait, là, le problème, c'est que pour les Bah, démocrates sont dans ce truc-là, c'est que si ils choisissent quelqu'un d'autre que Kamala Harris maintenant, ils il vont faut passer refaire pour une des primaire. antidémocratiques. Oui, il faut refaire une primaire. primaire. Ouais. Parce que les gens, ils demandent beaucoup pourquoi c'est pas Michelle Obama. Mais parce qu'il faut refaire une primaire et qu'elle soit élue. Donc en fait, tu sais Et pas, qu'elle c'est un coup de poker. qu'elle veuille se présenter aussi. Il faut déjà Tout le qu'elle monde veuille dit se Michelle présenter parce Obama, qu'elle a elle jamais a- parlé, elle a jamais parlé de ça. Ouais. Mais Donc tu en vois ce fait, que je eux, veux ils dire préfèrent prendre un choix par défaut que prendre le risque de faire une primaire et de pas obtenir ce qu'ils veulent. Il y a des problèmes Bah, de logistiques toute façon, aussi, ils ont c'est qu'il faut personne aussi. Donc, ils ont personne, et deux, il faut qu'ils décident d'ici le 7 août qui sont le la problème, date c'est ça. d'inscription Faire une légale primaire, pour, là, c'est super ouais. rapide, là. Ah, ça, Tu vois. ok. Tu peux pas refaire Mhm. campagne, refaire les débats. Qu'en est-il de tous les candidats qui ont perdu la primaire, Est-ce qu'ils se représentent? Tu vois, en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, légalement, c'est ce qui a raison. Ils ont fait le twist légal de aller en sous-carte, en vice-président. Donc, la légalité, c'est qu'elle prend la place, et voilà, tu vois. Ok, et Voilà. puis comme les gens en fait qui vont voter pour elle, comme tu l'as dit, c'est pourquoi tu votes pour Kamala Harris? Parce que je déteste Trump. Point. Oui, je pense. C'est ce Et là, qu'elle va ça va jouer, être ça, ouais. la campagne. Ouais. Ouais. Tout va se jouer là-dessus. Ouais. Donc là, ce qui va se passer dans sa campagne, c'est qu'ils vont devoir annoncer un vice-président avant le 7 août, très Ah oui, probablement. c'est ça qu'on attend là maintenant. Ouais, pour savoir, en fait, ça va déterminer comment elle se place politiquement. Est-ce qu'elle va choisir un vieux boomer blanc pour Oui, contrebalancer c'est ses sûr. personnalités, ou est-ce qu'elle va mettre encore des pièces dans la machine pour être encore plus à gauche? Ah, je pense qu'elle va prendre un homme blanc parce que justement, parce qu'en fait, c'est aussi ça, et ça, c'est dans toutes les élections, c'est que qui est capable de voter pour une femme et qui est capable de voter, même chez les démocrates, tu vois ce que je veux dire, et qui est capable de voter pour un noir. Ça, c'est chez tous les démocrates. Donc, tu es obligé de rassurer tu vois ce que je veux dire, tu es obligé de rassurer les quelques misogynes de chez des démocrates qui diront ah ouais, moi, une femme président, je suis pas sûr, tu vois. Je pense que en fait, tu perds rien à prendre un mec. Si tu prends une deuxième meuf, tu vois, là quand même, ce C'est serait, chaud. tu vois, Ouais. je trouve que le risque est trop chaud. Le risque est trop chaud Ouais. aujourd'hui. Donc on Moi, verra, j'y ça crois va pas. arriver dans les prochaines semaines. Moi non Mais alors, plus, je qui elle va pense plutôt choisir, qu'elle j'en ai va. absolument aucune idée par contre. Ouais. Joe Biden. La shortlist j'avais vu actuellement, Ça, c'est. c'est débile. C'est plus ce qu'ils font, tu sais. Joe En fait, ils tournent à Biden. deux. Ça il y va a se jouer au que les lancer de deux. dés, je pense. Ouais, je Mais crois qu'elle moi, va sortir. Ouais. vous pensez pas que il y a beaucoup d'Afro-Américains, surtout des hommes, qui vont pas voter pour elle après toute sa carrière en tant que procureur? Et oui. Non, mais Mais c'est même pour surtout le qu'ils fait de vont pas voter pour une femme. voter. Hein. Ouais. Mais c'est Ah exactement ça, voilà. Et Même oui. voter pour une femme. Et Ouais. oui, c'est pour ça que je te dis que voter pour une femme, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, les latinos ne votent pas pour une femme, tu vois, ça, on le sait, tu vois. Exactement. Donc, si tu es une femme latino et que tu arrives au pouvoir et tout, tu as un gros électorat dans le sens, tu as quand même grosse communauté latino et tout, mais faut renforcer avec des mecs, tu vois. Donc, je pense que, voilà, c'est ce qu'elle ferait. Peut-être qu'elle va choisir un mec latino, d'ailleurs, tu vois, pour pas avoir un noir et pour pas, tu vois, je sais pas. Ouais. Un Bon, la latino blanc. shortlist, là, Un latino bien c'est. blanc. Ouais. Bah, le Guise. Ouais, Oh non, moi je suis plutôt latino bronzé. Ouais. On te maquille un petit peu avant les débats et tout. Parfait. Non, mais c'est vrai que là, ça va être un peu. C'est quand est-ce qu'a choisi un VP? C'est quand? Bah, normalement, donc au moins avant la convention démocrate du 22 août, mais en fait, a priori, il y a un truc légal avec l'Ohio, ils vont devoir se fixer pour être présentable dans l'Ohio avant le 7 août. Ok, donc ça devrait arriver incessamment sous peu dans La la semaine semaine. prochaine. Ouais. Ça va être bon ça. Bon, on va voir. Ça va être fun, ça va être rigolo de regarder le show politique.
de voir toutes ces réactions. Et toi, j'imagine que tu vas nous faire une vidéo dès que ça va sortir. Ouais, carrément. C'est son fonds de commerce, faut quand même. Non, moi, tu sais, j'attends ce qui se passe au Venezuela, là, tu vois. Je vais l'appeler The Communist Dream. Ah oui, The Communist Dream. Ah bah là, il rêve bien. Ça commence à tirer à balles réelles au Venezuela. Et bon, une question un peu con, parce qu'on peut pas prévoir l'avenir. Mais toi, au fond de toi, est-ce que tu as la conviction qu'elle peut gagner cette élection ou c'est mort, Olivier? Moi, je pense qu'elle peut pas gagner à moins que Trump fasse une faute grave. Ou qui Du triche. genre. Bien sûr, ouais. Moi, c'est ça qui me fait peur. Je vais te dire, je sais pas comment vont être organisés les votes par correspondance et tout, mais c'est. Après, le truc, c'est que les Républicains, ils ont une élection d'exemple où ils ont vu le bordel et tout, donc peut-être que là, ils vont quand même faire beaucoup plus attention et être beaucoup plus encadrés. Mais et après, oui, c'est ça. Est-ce que Trump va faire une dinguerie? C'est ça. Il faut que Trump... Est-ce qu'elle va le piéger sur un truc? Il est très bon, Trump. Mais il jusqu'ici, il fait un sans faute. Il est beaucoup plus fort maintenant que sur sa première campagne. C'est ça qui est dingue. C'est qu'il a été élu sur une campagne où il était moins fort. Oui, sur sa deuxième campagne, pardon. Mais même, je veux dire, il est, oui, même sur sa première, je veux dire, il a été. Là, il est vraiment, c'est le prime Trump, tout de suite. Donc, bon. En fait, le problème, c'est que sa première campagne, il devait se défendre lui. C'est-à-dire que le mec qui n'a jamais été politicien, le mec qui n'y connaît rien a priori en politique, le milliardaire, devait prouver qu'il était capable d'être l'homme le plus puissant du monde. C'était compliqué en 2016. Et en 2020, il avait un autre problème, c'était qu'il devait défendre... C'était le bazar en 2020. Il y avait du George Floyd, il y avait du Covid, il y avait des... Et puis, mais je pense qu'en 2020 aussi, il y avait le côté serein avec le bilan positif, tu sais, avec lequel il sortait. Bah, t'étais là en mode, bon, attends, tu vois, j'ai plus rien à prouver, regardez le bilan. Et en fait, ça n'a pas suffi. Mais en fait, le bilan était pas terrible parce que du coup, c'était pendant le Covid. Donc en fait, il y avait le début de récession et tout ça à ce moment-là. C'est ça, en fait, les gens, ils se sont basés sur les trucs Covid, Black Lives Matter, etc. Tu vois. Moi, j'ai déjà entendu des Français, des influenceurs français dire que Donald Trump avait très mal géré la situation Black Lives Matter aux États-Unis, parce que c'est une méconnaissance du système fédéral. En fait, le problème, c'est que au niveau présidentiel, tu n'as pas de grosse marge de manœuvre pour ce genre de choses, parce que chaque État va gérer les émeutes de façon complètement indépendante et différente. Tu vois ? Donc tous les trucs qu'on a vus, les catastrophes qu'on a vues dans certains États, les trucs et tout, en fait, les mecs étaient là, ouais, Donald Trump aurait dû envoyer la garde nationale. Non, mais il ne peut pas constitutionnellement faire, il pouvait pas. En fait, il peut fédéraliser la garde nationale, mais en fait, s'il l'avait fait, on l'aurait traité de fasciste. En fait. C'est ça. C'est que, en gros, c'est l'État, c'est la loi martiale ou rien, tu vois. Et donc même des Français, je te dis, des gens, des influenceurs français de droite tout qui me disaient il a mal géré tout. En fait, c'est parce que c'est vrai que de notre point de vue, avec un point de vue d'un gouvernement vertical comme ça, c'est difficile à comprendre qu'en fait la marge de manœuvre a été dans chaque État. Et nous d'ailleurs au Texas, ça a été quand même, à part à Dallas où il y a eu quand même un peu de bordel, mais enfin ça a été quand même vachement calme. On a vécu un Black Lives Matter très calme comparé à ce qui s'est passé dans d'autres États, tu vois, vraiment. La réalité, c'est que aussi le Covid, ça a fait une espèce de faille spatio-temporelle qui a tout bouleversé. Ouais, mais enfin nous, ça nous a pas empêché de nous retaper Macron, tu vois. Donc tu vois, comme quoi. Mais au final, c'est pas des gars de droite qui sont passés, quoi, c'est des gars de gauche. Ouais. C'est ce qui s'est passé en Colombie, malheureusement. Colombie, toute l'histoire de la Colombie, c'est que des présidents de droite. Faille spatio-temporelle post-Covid. Ils élisent pour la première fois de leur histoire un président de gauche. Je pense que ça a aussi énormément joué, ce bordel du Covid. Ouais. Bon, écoute, on verra. De toute façon, je pense qu'Olivier, tu reviendras nous voir dès qu'on a des choses qui se passent. Ça sera intéressant. Et puis, de toute façon, on est au bout de l'émission, là, ça y est, on a tout fait, non ? Ouais, c'est ça. Pour résumer, notre amie Kamala Harris, elle a une carrière pré-politique assez bordélique. Elle a beaucoup de choses à se reprocher. Elle a fait beaucoup d'horreurs, comme nous les a décrites Elle a des Olivier casseroles. aujourd'hui. Elle a plein de casseroles, même avant la politique. Pendant la politique, elle n'a jamais fait grand-chose, à part avoir eu la chance d'être la VP de Biden. Et donc, selon nous, c'est plutôt un choix par défaut et on a peu... On croit peu en la possibilité qu'elle gagne les élections, mais on ne peut pas prédire l'avenir. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, toi, Olivier. Non, on ne peut pas prédire l'avenir, il faut choisir. On n'est pas à l'abri d'un changement. On voit, il y a 2 semaines, Donald Trump a failli se faire refroidir. On est passé à un demi-millimètre de plus avoir Donald Trump. C'est quand même incroyable. Mais d'un changement, qu'est-ce qui va se passer ? Qui est-ce que les Républicains vont présenter si c'est pas Donald Trump ? On est à un demi-millimètre de scénario complètement dingue et on est quand même qu'à 3 mois de l'élection encore. C'est exceptionnel et puis c'est ça la démocratie.
d'un moment à l'autre, tu peux basculer d'un côté ou de l'autre, du communisme au fascisme, à ce que tu veux. Et à chaque élection, on remet en cause toutes nos libertés. Merci énormément, Olivier. C'était Ouais. génial. Je vois que dans le Pierre, chat, si tu peux très, mettre très les, apprécié. si tu peux mettre les réseaux d'Olivier dans le chat, comme ça les gens voient. Et puis nous, de toute façon, on mettra en description pour les gens qui regardent la rediff sur YouTube. Yes! Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Baptiste. Et à la prochaine fois. Ciao, les gars. À bientôt. Ouais, Ciao. c'est beau.